Bonjour à toutes et tous pour ce premier webinaire de l'action coordonnée cible virale, diagnostique et thérapeutique et vaccinale de l'ANRS-MIE qui est en collaboration avec le GDR CNRS Rézaflou. Donc on inaugure par ce webinaire une première série qui va traiter de la grippe principalement. Donc je vais vous rappeler très brièvement les, le but de ces webinaires et de l'action coordonnée. C'est une action qui est née de la constatation que effectivement la recherche fondamentale qui était exactement située entre les applications et la réponse en santé publique et la recherche vraiment fondamentale en virologie était un petit peu négligée ou disons avait besoin de se structurer. Et donc nous avons placé une action coordonnée avec des axes scientifiques dont les quatre sont représentés au centre, donc chimie médicinale, criblage de molécules anticorps, biologie structurelle et fonctionnelle, et intelligence artificielle, intégration des données pour faire un lien avec tout ça, pour essayer de mieux structurer cette action coordonnée dont je vais m'occuper avec Delphine Planas, qui va prendre le relais sur la diapositive suivante pour vous présenter un petit peu plus en profondeur cet AC avant de démarrer le webinaire. Oui, alors je vais juste compléter brièvement en vous décrivant quelques actions que nous avons initiées cette année. Donc, on vous en avait parlé lors de la journée de lancement en décembre dernier. Nous sommes en train de cartographier les expertises scientifiques et industrielles. L'objectif est de fluidifier les interactions entre les chercheurs de différentes thématiques et aussi de renforcer le lien entre le secteur public et privé. Des journées thématiques et des colloques seront aussi organisés. Donc le prochain colloque sur les antiviraux et la chimie médicinale sera organisé en collaboration avec la Maison de la Chimie. Vous recevrez des invitations prochainement. Ce sera en septembre 2025. Et on se réunira également de façon régulière autour de webinaires thématiques. Donc les prochains auront lieu dès septembre. Et si vous avez des suggestions de thèmes à aborder, vous pouvez nous contacter à l'adresse en bleu sur la diapositive. Et donc on est très heureux aujourd'hui d'avoir quatre intervenants sur la thématique du virus influenza. Donc merci à eux d'avoir accepté notre invitation. Et je vais laisser la parole à Olivier Terrier qui, avec Alison Colas et la NRS MIE, ont particulièrement travaillé sur la réalisation de ce webinaire. Donc, Olivier, je te laisse la parole pour présenter nos intervenants d'aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, c'est un grand plaisir aujourd'hui d'organiser ce webinaire. Alors à plus d'un titre pour moi, parce qu'effectivement, je fais partie de cette action coordonnée qui est nouvelle à NRS-MIE, et également parce que je suis une des personnes qui participe à l'animation d'un groupement de recherche consacré au virus influenza qui s'appelle RESAFLU et qui réunit les équipes, les principales équipes françaises qui travaillent sur les virus influenza. Et donc aujourd'hui, à la fois pour faire un constat de la situation, de la prise en charge des patients, on a le plaisir de faire venir différentes personnes. Et on va commencer effectivement par accueillir Sybille Bernat-Stocklin de Santé publique France qui va venir nous parler d'épidémiologie et de surveillance de la grippe. Donc Sybille, on t'écoute. Eh ben, merci beaucoup pour cette introduction et surtout pour l'invitation à présenter lors de ce webinaire. Est-ce que c'est bon? Vous voyez bien mon écran? Ouais. Ok, super. Je travaille à Santé publique France dans la direction des maladies infectieuses au sein de l'équipe qui est en charge de la surveillance des infections respiratoires aiguës ou IRA dans le document euh, et, et plus particulièrement en charge du dossier grippe. La présentation commence par voilà, des ébauches de réponses à la question pourquoi on veut surveiller la grippe, qui est finalement une infection saisonnière qui revient chaque année. Euh, eh bien parce que la grippe a un fardeau sur la santé qui est absolument considérable.
Fardeau qui est difficilement mesurable pour plusieurs raisons, principalement parce que la grippe non seulement cause des infections respiratoires aiguës, mais peut aussi causer des décompensations de pathologies chroniques, comme notamment cardiovasculaires, ou des surinfections bactériennes, et donc va occasionner des hospitalisations, des décès, qui sont liés en fait à d'autres, qu'on va détecter via d'autres pathologies, mais qui n'auraient pas lieu si la personne n'avait pas eu la grippe. Donc, pour estimer son fardeau et surveiller la grippe, on va aussi beaucoup travailler sur des modèles qui permettent d'estimer ce fardeau. Ainsi, l'OMS estime que la grippe, c'est 3 à 5 millions de cas graves chaque année dans le monde et entre 300 000 et 650 000 décès. Les Américains qui mettent à jour cette pyramide estiment que dans leur pays, la grippe cause entre 9 millions et 41 millions de formes cliniques, entre 120 000 et 710 000 hospitalisations et entre 6 000 et 52 000 décès chaque année, ce qui est vraiment considérable. En France, on se base donc sur les données de surveillance que je vais vous présenter. Évidemment, ce sont des modèles qui permettent donc d'estimer ce fardeau directement ou indirectement attribuable à la grippe. Et ainsi, on estime qu'on a plus de 1 million de consultations en médecine de ville, 30 à 40 000 hospitalisations pour IRA. Ça, c'est sans compter les hospitalisations pour cause cardiovasculaire ou neuro, par exemple, et environ 10 000 décès qui sont attribuables à la grippe, et ça, c'est concentré sur une période de 10 semaines, donc 2 mois et demi, ce qui est vraiment considérable. Donc, c'est une pathologie qui touche une part élevée de la population chaque année. En moyenne, c'est 5 à 10% de la population qui va rencontrer un virus grippal chaque année, mais selon les études, selon les années, on peut atteindre 15-20% de la population, ce qui est vraiment gigantesque. Elle cause un fort absentéisme, à la fois à l'école ou dans le monde du travail, donc avec une répercussion économique. Elle conduit quasiment chaque année à une surcharge de l'offre de soins. De plus en plus d'études montrent que la grippe est à l'origine de, en dehors de la morbidité, notamment les hospitalisations, d'une perte d'autonomie chez les sujets âgés, ce qui est tout à fait considérable également. Et enfin, une surmortalité importante. Donc, on surveille la grippe. Qu'est-ce qu'on a comme objectif pour surveiller la grippe? Premier objectif, on veut décrire l'épidémie. Et notamment, on veut être en capacité de détecter le début et la fin de l'épidémie le plus tôt possible et suivre voilà, faire un suivi spatio-temporel au cours de cette épidémie. On a aussi envie d'utiliser nos données de surveillance pour essayer de prédire l'activité à court terme. À long terme, c'est impossible. À court terme, c'est compliqué. Mais tout ça, ça permet d'informer le décideur pour anticiper et organiser l'offre de soins un peu en temps réel, notamment au moment des congés de fin d'année, etc. Ensuite, on veut estimer ce fardeau, donc comme je le disais, à la fois la morbidité, la mortalité, en population générale, identifier des populations à risque, estimer son impact sur l'offre de soins. Et tout ça, ça a notamment pour vocation de guider les programmes de prévention. Ensuite, c'est pas, le virus grippal, c'est pas un virus, il y en a trois qui circulent dans la population humaine, deux virus de type A, donc deux sous-types différents, et un virus de type B. Ces virus n'ont pas le même impact sur la population d'un hiver sur l'autre et elles peuvent acquérir des mutations qui font qu'elles échappent aux souches vaccinales une année donnée ou résister aux antiviraux et donc on a besoin de les caractériser. C'est le Centre national de référence qui réalise cette surveillance. Elle se fait au niveau national et au niveau international et notamment toutes les données qui sont produites par le Centre national de référence permettent d'informer les Vaccine Composition Meetings qui se tiennent à l'OMS 2 fois par an pour décider des souches qui seront dans le vaccin. Et enfin, évaluer les mesures de contrôle, notamment estimer la couverture et l'efficacité vaccinale. Évidemment, on ne produit pas des indicateurs uniquement pour informer le décideur, on les restitue dans des bulletins épidémiologiques toutes les semaines pendant la saison hivernale ou une fois par an pour la grippe sous la forme d'un bulletin d'un bilan qui paraît en octobre dans le BEH. Et ces indicateurs, donc, ils sont mis à disposition des professionnels de santé qui génèrent ces données, du grand public, des médias, etc., en plus évidemment du décideur. Donc, pour répondre à ces objectifs, le réseau de surveillance de la grippe en France s'appuie sur de très nombreux partenaires, que ce soit des virologues, des épidémiologistes, des médecins, évidemment. Et à peu près tous les étages de la pyramide, on va dire, de la maladie. Alors actuellement, en France, on n'a pas de système de surveillance qui nous permette de monitorer la présence du virus dans la population générale et qui cause des infections, qu'elles soient symptomatiques ou non, si ces infections ne conduisent pas à
ou un recours aux soins. On ne mesure pour le moment que le recours aux soins. Par contre, on peut détecter, grâce au réseau RELAB qui est coordonné par le CNR, les personnes qui auraient des symptômes, qui iraient se faire tester en laboratoire de ville sans forcément aller voir leur médecin. Ça, c'est basé sur le fait que les tests RT-PCR Covid étaient remboursés pour n'importe qui avait des symptômes jusqu'en mars. Et donc, dans ce réseau RELAB qui couvre à peu près 70% des labos de ville, on va avoir aussi un test grippe et un test VRS qui va être fait en parallèle. Sinon, le cœur de la surveillance, c'est vraiment la ville, les ESMS et l'hôpital, et ce depuis très longtemps. En ville, on se base sur deux réseaux. Le réseau Sentinelle qui s'est agrandi avec un autre réseau de médecins de ville qui est P4DP et IQVIA, et le réseau SOS Médecins. Il y a une surveillance virologique en ville qui est réalisée avec le Centre national de référence. Et enfin, les établissements sociaux, médico-sociaux doivent rapporter via le portail des signalements tout cas groupé d'infections respiratoires aiguës et on récupère ces données pour les analyser. À l'hôpital, on a le réseau Au Secours qui va nous permettre d'avoir des informations sur le recours aux urgences et les hospitalisations après passage pour grippe, syndrome grippal. Plus sévèrement, les cas graves admis en réanimation pour lesquels il y a vraiment un rendu, un retour des informations cliniques plus précises d'un certain nombre de services de réanimation sentinelles qui participent au cours de l'année. Et puis, on a une surveillance virologique, là encore coordonnée par le Centre national de référence qui est le réseau RELAB. Et enfin, rénal. Et enfin, les décès, on s'appuie sur les mortalités toutes causes de l'INSEE qui couvrent plus de 80% des communes françaises et avec des données qui sont à jour tous les jours. Et la certification électronique des décès, c'est-à-dire via le CEPIDC, on récupère les causes de décès parmi la proportion des décès toutes causes qui sont certifiés électroniquement. Avant le Covid, on avait un modèle qui permettait d'estimer la mortalité attribuable à la grippe et qui permettait de générer les 9 000 à 10 000 décès en moyenne que j'ai cités en introduction. La Covid a perturbé ce modèle et donc on est en train de finaliser une mise à jour pour pouvoir à nouveau nous baser sur ces estimations. Très rapidement, je vous disais qu'on avait besoin de détecter le début de la circulation active, le début de l'épidémie, le pic, la fin de l'épidémie. Ça permet vraiment à l'offre de soins de s'organiser. On peut le voir sur cette matrice. En fait, quand c'est vert, c'est qu'il n'y a pas de circulation active de la grippe. Quand c'est orange, on est soit en pré, soit en post-épidémie. Quand on est rouge, on est en épidémie, avec la semaine du pic mesurée en médecine de ville, qui est le petit point. On commence en 2011-2012, on s'arrête en 2024-25. Ça vous permet de voir qu'il n'y a pas deux épidémies de grippe qui se ressemblent, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde. En moyenne, on a des épidémies qui durent 10 semaines, mais ça peut aller de 8 à 19 semaines avec un démarrage qui se situe en hiver, mais c'est très rare qu'il y ait une semaine donnée pour lequel il n'y a pas systématiquement de semaine où on a un début d'épidémie ni en fin. Et on peut aussi voir que depuis l'émergence du SARS-CoV-2, on a eu un bouleversement très important de l'épidémiologie de la grippe. En 2021, les confinements successifs, le port du masque, tout ça, ça avait permis de vraiment... il n'y avait pas eu d'épidémie de grippe cette année-là et ça, c'était tout à fait exceptionnel. En 21-22, il y avait encore beaucoup de, de mesures en population pendant tout l'hiver 21-22. Et c'est quand on a relâché ces mesures en population que l'épidémie a commencé, donc exceptionnellement tardivement. 22-23, c'était le grand retour de la grippe. On a eu l'épidémie de tous les superlatifs, la plus précoce, la plus longue, avec un fardeau tout à fait considérable. 23-24, le retour à la normale. 24-25, une énorme épidémie. On va y revenir. L'épidémie de grippe est vraiment quelque chose. On sait qu'il y en a tous les ans quand il n'y a pas de pandémie de Covid, mais on ne sait jamais quand elle commence, combien de temps elle va durer et qui elle va toucher préférentiellement. Maintenant, quelques diapos pour vous montrer un peu les indicateurs phares, mais je vais passer très rapidement. Pour la ville, donc je vous disais, on a deux réseaux de surveillance. Le réseau Sentinelle SOS Médecins. Sentinelle permet d'estimer des taux d'incidence des consultations pour syndrome grippaux. Et puis SOS Médecins, c'est plus une part d'activité. Ces deux sources sont globalement bien corrélées. Quand on regarde la saison 2024-25, donc qui s'est terminée, qui est sur tous ces graphiques de nombres cumulés qui sera toujours en rouge et qu'on compare avec les X épidémies précédentes, on monte à 16-17, on voit qu'en nombre cumulé de visites pour syndrome grippal au cours de l'épidémie, 24-25, c'est illustré par vraiment un nombre très important. Hein. Et on a comptabilisé plus de 3 millions de consultations pour syndrome grippal en médecine de ville cette année. À l'hôpital, donc là, c'est les données au secours pour les hospitalisations après un passage aux urgences pour grippe, syndrome grippal. Là encore, on regarde ces données, donc tous âges et par tranche d'âge. Cette année, on a observé des taux
quelle que soit la tranche d'âge, nettement supérieure à ce qu'on avait pu observer par le passé, sachant que 22-23 avait déjà explosé un certain nombre de paliers. Et quand on regarde en nombre cumulé d'hospitalisations après passage, pour grippe, syndrome grippal, on est vraiment très 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 largement au-dessus, y compris 22-23 qui avait été une très grosse année. Ça représentait donc plus de 30 000 hospitalisations après passage aux urgences, dont on sait qu'en fait, ces hospitalisations après passage, ça représente au mieux que la moitié des hospitalisations totales pour grippe dans le PMSI. Donc on peut imaginer qu'on a eu plus de 60 000 hospitalisations grippe cette année. Et donc c'est ce qui est vraiment considérable. Attention néanmoins, le Covid-19 a largement modifié les pratiques de test, notamment aux urgences. Et on est très probablement bien mieux en capacité de détecter des grippes qu'on faisait jusqu'à présent aux urgences, parce qu'on va aller chercher les grippes par des tests relativement rapides. On peut l'objectiver imparfaitement en regardant la part relative des codes grippe confirmés, donc J9, J10 ou suspectés J11, parmi l'ensemble des codes grippe pour les hospitalisations après passage au cours de la saison hivernale entre 2013-2014 et 2024-2025. On voit bien qu'entre le début de la période et la fin de la période, on a doublé la proportion des grippes confirmées. Ça laisse quand même penser qu'on va beaucoup plus aller chercher les grippes et donc potentiellement aussi détecter des grippes qui n'étaient pas vraiment des IRA, mais une décompensation cardiaque, etc. Et ça peut expliquer le fait qu'on avait un tel écart entre les épidémies précédentes cette année. Là, quand on regarde non pas les hospitalisations pour grippe, syndrome grippal, mais pour IRABAS, donc à l'intérieur, il y a le Covid, il y a la bronchiolite, il y a toutes les pneumonies bactériennes. Cette année est une année tout à fait exceptionnelle. Alors, difficile de la comparer avec 22-23 parce que là, c'était vraiment la triple épidémie. Il y avait beaucoup de Covid, beaucoup de VRS, donc forcément, ça explose les plafonds. Cette année, on est largement au-dessus de toutes les précédentes épidémies de grippe. Mais l'écart est beaucoup moins marqué. Donc, des données à interpréter avec beaucoup de précautions. L'impact a été aussi très important dans les ESMS, on le voit bien au cours de l'hiver. On a eu une très très large majorité des cas groupés d'IRA qui étaient dus à la grippe. Et quand on fait toujours nos nombres cumulés d'épisodes, alors cela exclusivement attribué à la grippe, on a atteint des niveaux très très importants, hein, plus de 1400 cas groupés en ESMS exclusivement liés à la grippe. Il y a tous ceux en jaune pour lesquels il y a de la grippe et autre chose, hein, qui sont pas comptés là, et qui sont très 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 nettement supérieurs à ce qu'on a pu voir par le passé. Au pic, on avait 200 épisodes de cas groupés de grippe en EHPAD. Donc ça place cette épidémie parmi les épidémies les plus sévères en ESMS. Là encore, des données de surveillance à interpréter avec précaution, du fait du recours aux tests, du fait de l'évolution depuis le Covid. Et enfin, la mortalité. Donc, je vous disais qu'on regarde la mortalité toute cause. On utilise un modèle qui permet d'estimer ce qu'on attend de la mortalité toute cause au cours de la saison hivernale. Et au-dessus, donc ça, ce qu'on attend, c'est le rouge. Le noir, c'est ce qu'on observe. Et puis le vert, c'est deux écarts types. Au-dessus de ce qui est vert, on considère qu'on a un excès de mortalité toute cause. On voit bien qu'au cours des épidémies de grippe, il est extrêmement rare de ne pas observer un excès de mortalité toute cause, parfois très important, parfois plutôt négligeable. Cette année, on a eu un excès important de mortalité toute cause. Il n'y avait que de la grippe qui circulait à ce moment-là, très très peu de Covid, très peu de VRS chez le sujet âgé, ou en tout cas modérément de VRS. Donc on a vraiment un excès qui est attribué à la grippe, ce qui n'était pas forcément le cas lors des vagues Covid ou de l'épidémie 2022-23. Et quand on regarde les décès cumulés au cours de la période épidémie de grippe en toute cause, on voit que cette année, c'est vraiment rangé parmi les trois épidémies de grippe les plus sévères, alors qu'elle était relativement plus courte que par exemple 2017-2018 qui avait duré un mois de plus. Donc on avait estimé à environ 14 100 décès en excès pendant l'épidémie de cette année, euh, notamment chez les 65 ans et plus, mais aussi chez les 15-64 ans, donc les jeunes adultes. Je vous parlais d'estimation de la couverture vaccinale, donc je rentre pas dans le détail. On regarde dans toute la population générale, mais dans les cibles de la vaccination, donc 65 ans et plus ou moins de 65 avec ALD. On regarde aussi la couverture des professionnels de santé, notamment en établissements socio-médico-sociaux, avec une couverture vaccinale qui est globalement en baisse constante depuis la Covid. On mesure l'efficacité du vaccin grâce aux données de surveillance grippe, à la fois en ville et à l'hôpital, mais là je vous présente la ville, et les labos, donc grâce au réseau Sentinelle ou au réseau Relab, avec des estimations très similaires entre les deux réseaux qui ont bien montré cette année une efficacité du vaccin vraiment suboptimale pour les 65 ans et plus. Mais la France participe aussi à un réseau européen qui utilise donc la même méthodologie du test négatif design avec d'autres pays.
Et donc, pour conclure sur cette présentation, on a donc un réseau très riche, beaucoup de données, mais c'est pas quelque chose de figé, c'est vraiment un work in progress qui a considérablement évolué depuis la Covid. Donc, on travaille plus que sur la grippe, on fait une surveillance intégrée des IRA. Et on essaye de faire évoluer ces systèmes de surveillance pour pour prendre en compte un certain nombre d'enseignements de la pandémie. Donc, notamment faire moins de travail de saisie, de remontée manuelle par les professionnels de santé, de se raccrocher plus à des systèmes d'information, donc de faire ce qu'on appelle du machine to machine pour vraiment réduire le fardeau que ça représente sur les professionnels de santé. Notamment, en rose, c'est ce qu'on est en train de travailler. SIDEP s'était arrêté avec le Covid, le système d'information qui remontait tous les tests grippe, Covid, les tests positifs et tests négatifs, etc. Là, il y a un nouveau système d'information qui est en train de se monter, qui est l'équivalent qui s'appellera Labo ici. À l'hôpital, il y a aussi un projet qui s'appelle Orchidée, qui a pour objectif d'avoir un SI hospitalier en France dans un grand nombre d'hôpitaux. Donc, comme je le disais, on travaille à mettre à jour notre modèle d'estimation de la mortalité attribuable à la grippe. Et puis, en population, il y a des travaux sur la surveillance de la grippe saisonnière dans les eaux usées ou encore de séroprévalence en population. Sachant que les enjeux majeurs dans la période actuelle, c'est aussi la préparation pandémique, puisque nous avons une situation épidémiologique dans le monde animal des virus influenza type A qui est particulièrement préoccupante, notamment l'influenza aviaire H5N1 et qui voilà, inquiète la communauté scientifique et qui nécessite qu'on s'y prépare à une prochaine pandémie. Et donc, parmi les enjeux majeurs, il y a vraiment le sous-typage grippe, parce qu'actuellement à l'hôpital, 80% des grippes à l'hôpital ne sont pas sous-typées, y compris en réa. Or, les virus d'origine animale sont des virus de type A, et donc dans 80% des cas, quand on a une grippe à l'hôpital, on ne peut pas savoir si elle est d'origine humaine et animale, ce qui n'est pas acceptable dans la condition actuelle. Évidemment, beaucoup de séquençage en lien avec le monde animal, c'est nécessaire. Et puis, on travaille aussi sur de la modélisation grippe pour pouvoir prédire à court terme l'activité, ce qui est loin d'être une sinécure. C'est vraiment un challenge, mais on y travaille. Et il y a encore plein d'autres choses qu'on peut faire en préparation pandémique. Mieux monitorer la grippe à l'école, qui est vraiment le moteur de la transmission, ou encore le suivi de la consommation des antiviraux, plein d'autres choses. Voilà, donc ça, je vous remercie pour votre attention. Tout ça, ça concerne énormément de monde, beaucoup de réseaux, beaucoup de médecins et autres professionnels de santé. Et je les remercie. Je serais ravie de prendre des questions. Merci beaucoup, Sybille. Euh, alors, les personnes qui veulent poser des questions peuvent les faire remonter dans le chat. Voilà, et éviter de les mettre dans la question-réponse, parce qu'apparemment, ça ne fonctionne pas. Merci beaucoup. Euh, on a une première question qui est liée à la slide 5. C'est très précis. Le fait que l'on détecte la phase pré-épidémique plus tôt depuis 2022-2023 peut-il être rapproché de la mise en place de relab et avec de meilleures informations sur ce qui se passe en ambulatoire? Alors, pour mesurer ces périodes épidémiques, pré-épidémiques, on utilise trois sources de données qui sont toutes les trois des sources de données syndromiques et non pas virologiques. C'est l'activité pour grippe syndrome grippal SOS médecin, réseau Sentinelle et les recours aux urgences pour grippe, du réseau au secours. À cela, on mouline trois méthodes statistiques différentes pour déterminer des phases épidémiques. Donc, sensu stricto, on n'utilise pas les données Relab pour mesurer et en plus Relab c'est vraiment communautaire, c'est pas le recours aux soins en ville ou au secours. Après que des choses aient évolué dans notre façon de déterminer les phases pré-épidémiques et épidémiques depuis la Covid, ça c'est indéniable, notamment parce que, comme je vous l'ai dit en introduction, l'épidémiologie de la grippe a été fortement bouleversée par la Covid. Et nos modèles, ils utilisent les données des saisons précédentes. Et donc, peut-être que ces modèles, ils sont un peu perturbés par une année sans aucune épidémie et deux, trois épidémies vraiment atypiques, ce qui peut potentiellement voilà, perturber un petit peu la capacité de notre modèle. Ceci dit, on a ces phases épidémiques, on les met en regard des taux de positivité grippe, que ce soit en ville ou à l'hôpital, désormais avec Relab. Et on les confronte, et on le fait depuis bien avant la Covid.
Et on a toujours été très rassurés sur la capacité de cette approche de détection des phases pré et épidémiques par rapport à la réalité de la circulation des virus grippaux. Il y a vraiment une très bonne corrélation. Ça a été publié donc en pré-Covid. Donc je j'irai pas forcément dans cette direction. Euh, Par contre, qu'on détecte tout d'un coup beaucoup de grippe à l'hôpital et qu'on ait l'impression que c'est très important et que c'est plus que d'habitude, ça c'est tout à fait probablement biaisé. 2016, 2017, 2017, 2018 avaient été des années très mortelles au moment, enfin pour la grippe, et on n'avait pas mesuré du tout cet impact à l'hôpital, probablement parce que la grippe était passée inaperçue, on la cherchait pas là où elle était. Merci. Ah, on a une question d'André Bobieux sur la gravité chez les personnes vaccinées. Est-ce que c'est déjà quelque chose que le réseau de surveillance arrive à détecter finement? Et est-ce que cette année en particulier, là, il a été perçu moins de gravité de la grippe chez les personnes vaccinées? Alors c'est quelque chose de vraiment important et intéressant qu'on a du mal à mesurer. Je dirais que la seule source sur laquelle on pourrait se poser cette question, c'est notre source de données en réanimation, parce que c'est à peu près la seule source sur laquelle on mesure, enfin, on récupère des informations cliniques. Alors, c'est que chez les gens qui sont admis en réanimation pour grippe, donc de base, c'est déjà des formes très sévères. Mais comme on récupère des données sur le statut vaccinal, même si c'est souvent incomplet et imparfait, on peut déjà vérifier si la part des personnes vaccinées parmi les cas graves admis en réanimation est plus importante une année donnée que les années précédentes. C'était pas le cas cette année. En fait, c'est très stable d'une année sur l'autre. Il y a très très peu de variations là-dessus. On est toujours à peu près autour de 20% des cas graves admis en réanimation qui sont vaccinés, 80% qui ne sont pas vaccinés, et on n'a pas vu de signal particulier cette année. Ensuite, on a les données d'efficacité vaccinale en vie réelle. Donc, comme je le disais, on a des données. Donc, nous, ce que je vous ai présenté, c'est les données en ville. Donc, c'est pas vraiment on n'a pas de notion de gravité sur ces patients qui sont vus en ville. Mais il y a l'équivalent au niveau européen à l'hôpital. Cette année, on a vu qu'on avait des efficacités de vaccins autour de 50% à protéger contre les formes sévères, contre les hospitalisations, ce qui est relativement cohérent avec les années précédentes et qui laissait pas penser qu'il y avait une baisse majeure de l'efficacité du vaccin à prévenir les formes les plus graves. Merci. Alors, une question de Mustapha, toujours sur finalement la grippe 2024-2025. Est-ce qu'elle a été particulièrement remarquable chez les populations âgées, et notamment les populations en EHPAD? Alors, comme je l'ai montré dans la présentation, les données qu'on a récupérées, que ce soit en EHPAD ou que ce soit en surmortalité, montrent qu'on est vraiment dans une année très sévère. Dans les EHPAD, on n'a jamais eu ces chiffres-là. Mais aussi, il faut avoir en tête qu'on cherche probablement beaucoup plus la grippe cette année que les années précédentes, enfin, en tout cas pré-Covid. Et donc, on a aussi plus d'informations qui nous remontent là-dessus. Donc ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, c'est que ce système de surveillance a évolué avec le temps. Donc, clairement, on est parmi les épidémies les plus sévères en EHPAD cette année. Ça, c'est indiscutable. À quel point c'est particulièrement sévère par rapport à d'autres grosses années, notamment 2016-2017 en EHPAD, ça c'est beaucoup plus difficile de répondre à cette question. La mortalité toute cause, l'avantage c'est que c'est quelque chose qui n'est pas du tout lié au système de surveillance, puisqu'on mesure la mortalité toute cause. Et là encore, on voit qu'on est parmi les épidémies les plus sévères. Donc, ça se confirme, euh, mais, euh, mais voilà, ça se confirme. Donc, et les gens qui décèdent de la grippe sont dans leur immense majorité, hein, plus de 90%, des gens âgés de 65 ans et plus, particulièrement 75-80 ans et plus. Alors, il y a encore plusieurs questions. On va peut-être pas pouvoir toutes les prendre, malheureusement, parce qu'il va falloir qu'on enchaîne avec l'autre. Voilà. Dans les questions qui restent, il y a quid de la détection de la grippe dans les échantillons environnementaux, les eaux usées. Et puis une question qui est de Cyril Dousson sur les antiviraux qu'on pourra peut-être aborder dans les prochains, les prochains talks et sur lequel Sybille pourra également répondre. Alors, juste sur les eaux usées, ça va être très rapide. On y arrive très bien.
à détecter la grippe dans les eaux usées et à distinguer grippe A, grippe B, voire même le sous-type, hein. Les Américains font ça sur H5N1 et il y a des travaux préliminaires qui sont tout à fait encourageants. Donc c'est des choses sur lesquelles on travaille. Il y a déjà plusieurs pays dans le monde qui utilisent les eaux usées pour monitorer la grippe saisonnière avec des résultats intéressants, certainement complémentaires des autres systèmes de surveillance. Et ça permet vraiment de suivre la population dans son entièreté. Donc c'est aussi pour ça qu'on travaille dessus, pas forcément pour faire tellement mieux que ce qu'on fait actuellement avec nos données de surveillance qui sont très riches et très complémentaires, mais aussi dans un contexte de préparation pandémique où ça nous semble être un sujet important et c'est très porté par le CDC, hein, le Centre de contrôle des maladies européen. Et je peux essayer de répondre aux autres questions dans le chat si besoin. Voilà, et puis voilà, promis Cyril, on parlera de traitement et de la capacité du réseau de surveillance à les détecter par la suite, notamment lors de l'intervention d'Andrés Pizorno où Sybille pourra répondre bien évidemment. Et donc on a parlé de surveillance des virus influenza, et puis maintenant on va parler de la manière dont les infections par les virus influenza, la grippe, est prise en charge à l'hôpital, et notamment dans le cas des formes graves. Et pour ça, on a le plaisir d'écouter Nicolas Deprost, qui est réanimateur à l'hôpital Henri Mondor. Bonjour. Et Nicolas, on vous écoute. Bonjour à tous. Un grand merci pour cette invitation. Je vais tout de suite partager mon écran et vous allez me confirmer que vous voyez bien mes diapositives. Je pense que ça doit être Oui, bon. oui, c'est bien. Merci. Ok, très bien. Écoutez, un grand merci. Donc effectivement, je suis réanimateur à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Je vous remercie encore une fois de m'avoir confié cette présentation. On va parler donc de la prise en charge des formes graves de grippe dans les services de réanimation. Donc voici ma slide de conflit d'intérêts. Je vous laisse la regarder et je passe. Alors, on va pas revoir très longuement l'historique des épidémies, pandémies de grippe. Je pense que vous connaissez assez bien tout ça. Ce qui m'intéressait de vous remontrer là-dedans, sur cette fresque des épidémies et des grandes pandémies du XXe siècle, c'était, parce que je ne sais pas si tout le monde a cette date en tête, de situer l'avènement de la réanimation. La réanimation est une spécialité qui est très jeune et qui est née dans les années 50 et qui est née avec la ventilation artificielle. Donc, vous voyez, on se situe par là. Ce qui veut dire que tout ce qui se passe avant, il n'y a pas de réanimation, il n'y a pas de soins intensifs. Et donc, on a commencé à ouvrir des unités de réanimation pour prendre en charge les cas graves dans la deuxième moitié et puis plutôt à partir des années 60. Donc ça, c'est un élément important à avoir en tête. Si bien que la première pandémie grippale pour laquelle les patients ont vraiment eu accès à la réanimation, c'est bien évidemment celle de 2009. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur les données épidémiologiques de cette pandémie. Et un truc qui est quand même intéressant, c'est qu'elle a été marquée, cette pandémie grippale de 2009, par l'irruption d'une technique dont on a beaucoup parlé par la suite, et notamment pendant la pandémie Covid, c'est l'ECMO, dont vous avez, j'en suis sûr, tous entendu parler, ce qui est l'oxygénation par assistance extracorporelle. Et l'ECMO a permis de maintenir en vie des patients avec des formes particulièrement graves d'insuffisance respiratoire aiguë. Vous voyez ici une radiographie thoracique et un scanner de patients qui ont ce qu'on appelle un syndrome de détresse respiratoire aiguë, un SDRA, avec une hépatisation, comme on dit, c'est-à-dire une perte complète de l'aération des champs pulmonaires, ce qui serait impossible à voir si ce patient n'avait pas une oxygénation extracorporelle. Et vous voyez, on voit ici les canules situées dans la veine cave qui permettent de dériver le sang de ce patient. Et donc voici en Australie, Nouvelle-Zélande, l'histogrammes en semaines, hein, donc c'est l'hiver austral ici, le nombre de cas de patients mis sous ECMO pendant cette pandémie de 2009.
qui montre bien l'avènement de cette technique que l'on n'utilisait pas ou de façon extrêmement épisodique auparavant. Ça montre bien comment la réanimation est une discipline qui a évolué et appris au contact de ces grandes épidémies. La réanimation, par ailleurs, est une spécialité qui est née des épidémies de poliomyélite dans les années 50, et c'est comme ça que la ventilation artificielle est née. Donc cet aspect historique a vraiment est importante pour bien comprendre mettre les choses en perspective. On a vu dans le topo précédent des données épidémiologiques passionnantes et extrêmement complètes, donc je vais pas parler d'épidémiologie, c'est pas mon métier. Juste pour vous dire sur ces données du PMSI national, que sur l'épidémie 2022-2023, donc il y a 2 ans, il y avait 50 000 cas de grippe hospitalisés, et il y avait à peu près 15% de ces grippes hospitalisées, donc de ces 50 000 cas qui étaient hospitalisés dans des unités de soins intensifs et des services de réanimation. Je peux vous donner à peu près une idée du volume de patients qu'on prend en charge avec des formes sévères par an en France. Alors, comment on prend en charge ces patients, puisque c'est le sujet que je dois traiter? On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, bien entendu, la pierre angulaire du traitement, c'est le traitement antiviral. Et on va voir tout de suite les données qui existent et les moyens qu'on a à notre disposition. Alors, il y a un topo qui est dédié aux molécules antivirales, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qu'on a à notre disposition aujourd'hui, c'est essentiellement des inhibiteurs de la neuraminidase. Et donc, la neuraminidase, elle permet le détachement, vous savez, des particules virales nouvellement fabriquées. Et donc, les inhibiteurs de neuraminidase bloquent le relargage de ces virions. Et donc, il y en a 3 qui sont disponibles. Et vous le savez, celui qu'on utilise de manière très large et qui est le seul finalement disponible aujourd'hui en France, c'est l'oseltamivir, qui est d'utilisation exclusivement par voie orale, 75 mg 2 fois par jour, pendant 5 jours, parfois un peu plus chez l'immunodéprimé. Le péramivir, c'est une molécule qui est japonaise, par voie intraveineuse, on ne l'a pas en France. Le zanamivir, c'est une sorte d'oseltamivir disponible par voie intraveineuse. Ça marche tout aussi bien, c'est plus cher, et malheureusement, on n'y a plus accès en France. C'était intéressant, on pourra dire pourquoi. Il y a d'autres médicaments qui sont tout à fait intéressants, qui sont les inhibiteurs de la polymérase virale, et en particulier le baloxavir, dont on redira un mot, qui est intéressant notamment parce qu'il se donne en prise unique et qui a donc un mécanisme tout à fait différent. On n'a pas encore accès en France aujourd'hui, mais il a été approuvé par l'EMA. Il y a une autre molécule qui s'appelle le favipiravir, à laquelle on n'a pas accès en France. On va se focaliser sur le niveau de preuve, parce que c'est un point quand même important pour la prise en charge des cas graves de réanimation qui existe concernant l'utilisation de l'oseltamivir. Et vous allez voir que les choses ne sont pas si simples pour les patients de réanimation. Et je vous renvoie à ces 2 documents produits par le CDC et l'OMS qui sont extrêmement complets, que vous pouvez trouver sur Internet si vous voulez avoir la bibliographie complète. L'efficacité de l'oseltamivir, elle a été essentiellement testée en ambulatoire, avec des études randomisées contrôlées, et donc un niveau de preuve assez élevé. Vous voyez qu'il y a une méta-analyse qui a été sponsorisée par l'industrie, hein, par Roche, qui est le fabricant de ce médicament, qui est une méta-analyse qui est positive, qui combine 9 essais et plus de 4000 malades, avec un critère de jugement qui est le délai de résolution des symptômes et qui montre qu'effectivement, l'oseltamivir, quand on le donne à des patients ambulatoires, bah, ça marche, ça fait quelque chose, puisque ça permet de diminuer le temps symptomatique de la grippe. On gagne à peu près 24 heures de symptômes grippaux. Plus intéressant, vous voyez que dans cette méta-analyse, l'exposition à l'antiviral permet de diminuer les admissions hospitalières, quand même un effet potentiellement important, au prix de quelques effets indésirables qui sont fréquemment rapportés, digestifs. Il y a une revue Cochrane, là, totalement indépendante, hein, cette fois-ci, qui confirmait un effet de réduction des symptômes, d'un peu moins de 24 heures cette fois-ci. Mais donc cet effet, il existe et il a été bien démontré, en tout cas pour les formes ambulatoires. L'effet sur la prévention des hospitalisations,
il a l'air un peu moins certain, puisque vous voyez qu'il y a une revue, un papier récent dans JAMA Internal Medicine qui ne retrouvait pas cet effet sur la protection vis-à-vis du risque d'hospitalisation chez des adolescents. Donc un effet en ambulatoire qui est démontré, qui est modeste, 24 heures de réduction des symptômes, et finalement peut-être pas réel sur la prévention des hospitalisations. Quid du niveau de preuve de cet antiviral chez les patients hospitalisés? Je ne parle pas encore des patients en réanimation, je parle des patients hospitalisés. Là, on a déjà beaucoup moins d'études. Il y a une méta-analyse qui est ce qu'on appelle une méta-analyse en réseau qui compare différentes études, qui comparaient des choses différentes entre elles. Vous voyez, il y a des études qui comparaient le péramivir à l'oseltamivir, d'autres le zanamivir à l'oseltamivir. Peu d'études, une seule qui comparait l'oseltamivir au placebo avec très peu de patients. Et la conclusion de cette méta-analyse en réseau, c'est que l'oseltamivir permet de réduire la durée d'hospitalisation, mais pas de certitude sur l'effet de l'oseltamivir sur la mortalité. Et mis à part cette méta-analyse dont je viens de vous parler, tout le reste de la littérature, ce sont des données purement observationnelles, c'est-à-dire avec un niveau de preuve qui est très modeste. Alors, il faut quand même souligner que toutes ces études observationnelles, qui concernent donc les patients hospitalisés, elles vont dans le même sens, c'est-à-dire qu'elles vont dans le sens d'un effet de l'oseltamivir sur une réduction de la mortalité. Je vous montre un exemple ici, publié dans une très bonne revue, Lancet Respiratory Medicine. On retrouve une association protectrice assez forte entre l'exposition à l'oseltamivir et une réduction de la mortalité de patients hospitalisés. Même chose dans cette cohorte, avec, vous voyez, 26 000 patients hospitalisés, dans laquelle plus l'oseltamivir était introduit précocement, moins les patients mouraient. Ce risque d'étude observationnelle est associé à des biais de non prise en compte d'un certain nombre de facteurs confondants. Mais malgré tout, comme je vous le disais, toutes ces études vont dans la même direction, qui est celle d'une protection de l'oseltamivir. Si on monte d'un cran et qu'on regarde ce qui est publié pour les patients graves de réanimation, eh bien là, on a encore moins de données, ou je dirais des données de moindre qualité encore, puisqu'on a vraiment des données purement observationnelles, avec des quelques cohortes que je vous ai résumées dans ce tableau, avec, vous voyez, des effectifs qui sont pas totalement ridicules, mais qui sont quand même beaucoup moins importants que les 10 000, 20 000 patients des études précédentes. Ça va de 200 à 1000, 2000 patients, ce qui est quand même pas mal. Donc des études purement observationnelles dans lesquelles les auteurs ont utilisé des méthodologies qui permettent de prendre en compte le biais de prescription. Ils ont ajusté sur un certain nombre de facteurs confondants, ils ont utilisé des scores de propension, etc. Et ce qu'il faut souligner, c'est que là encore, dans toutes ces études, l'oseltamivir était associé à un effet protecteur sur la mortalité. Donc un niveau de preuve assez bas, mais un effet convergent de cette molécule sur une protection sur la mortalité. Et donc c'est ce qui justifie qu'aujourd'hui, l'ensemble des recommandations internationales plaident pour l'utilisation de cette molécule avec des recommandations assez fortes, comme vous le voyez ici, mais une qualité d'évidence, d'un niveau de preuve qui est reconnu comme étant assez faible. Et ça, c'est lié au niveau de preuve des études dont je viens de vous parler chez les patients hospitalisés et hospitalisés en réanimation. Et donc, vous avez ici les recommandations de l'American Thoracic Society et de l'IDSA, les recommandations de la European Society et de la Société européenne de réanimation, et l'Eurocode de l'OMS, toutes recommandent de prescrire de l'oseltamivir chez les patients de réanimation. Et donc ça soulève une question qui est importante parce que depuis la pandémie Covid, un certain nombre d'investigateurs soulèvent la question de faire des études, des essais randomisés contrôlés pour tester l'efficacité de l'oseltamivir chez ces patients de réanimation. Et il y a des gens qui se positionnent là-dessus, et vous voyez qu'il y a des experts de l'OMS dans cette éditorial à gauche qui se sont très clairement positionnés contre tester l'oseltamivir dans un essai randomisé contrôlé, en arguant du fait que ce serait non éthique. Alors ça, c'est un édito qui a été publié avant la pandémie Covid. Et dans ce papier de CMI publié l'année dernière, certains auteurs, eux, vont plutôt réaliser un plaidoyer en faveur
de la réalisation d'études randomisées contrôlées testant l'oseltamivir contre placebo, mais en précisant que si une telle étude était réalisée, il faudrait exclure les patients les plus à risque de décéder, c'est-à-dire les patients immunodéprimés, les femmes enceintes et les patients de réanimation. Donc c'est juste pour vous dire qu'à mon avis, c'est pas demain la veille qu'on verra une étude randomisée contrôlée chez des patients de réanimation qui testent l'oseltamivir contre placebo. Donc, on utilise ce médicament avec un niveau de preuve qui est ce qu'il est, mais avec des recommandations qui sont extrêmement convergentes des différentes sociétés savantes. Alors, on l'utilise à la posologie de 75 mg x 2 par jour chez le patient normorénal. Et c'est grosso modo une posologie qui permet d'obtenir des très bons dosages plasmatiques chez les patients de réanimation, avec des dosages résiduels d'oseltamivir carboxylate, qui est le métabolite actif de l'oseltamivir, largement au-dessus de l'IC50 du virus. Et donc là, c'est une étude canadienne qui dosait ce médicament chez des patients de réanimation. Alors malgré tout, ça, c'est des dosages qui avaient été faits un peu tardivement. Et donc des questions peuvent se poser. Est-ce qu'il y a un intérêt à augmenter la dose chez les patients de réanimation? Et donc ça a été testé de multiplier par 2 la dose de zeltamivir. Bon, ça monte un petit peu la dose résiduelle, mais vous voyez que sur la clairance du virus chez les patients de réanimation, ça fait strictement rien. Donc on n'accélère pas l'excrétion virale quand on double la posologie. Donc c'est pas très convaincant, en tout cas sans sélectionner les patients. Euh, on s'était posé la question il y a quelques années de l'existence de sous-populations de patients chez lesquels il pouvait y avoir un risque de malabsorption de ce médicament qui, je vous le rappelle, n'est disponible que par voie orale, donc qui est mis dans la sonde gastrique. Et on avait dosé chez ces patients le résiduel d'oseltamivir. Et vous voyez qu'effectivement, il y a un certain nombre de patients qui ont des résiduels d'oseltamivir très basses. Et ce sont les patients les plus sévères, ceux qui sont sous ECMO, ceux qui sont en état de choc. Et de manière intéressante, on peut dépister ces patients en réalisant ce qu'on appelle un test d'absorption au paracétamol, qui est un test générique qui permet de dépister la dysfonction splanchnique. On met 1 gramme de paracétamol dans la sonde gastrique, on fait une paracétamolamie 1 heure après. Et s'il n'y a pas de paracétamol dosable, ben c'est un bon test qui permet de voir si l'absorption de l'estomac fonctionne. Et ça permet de se passer de l'accès à un dosage d'oseltamivir, lequel dosage n'est pas disponible 24 heures sur 24 dans la plupart des centres. Dans ce cas-là, quand on suspecte ou qu'on documente euh, une, euh, une malabsorption de l'oseltamivir, on pourrait recourir à un médicament intraveineux qui est le zanamivir. Il y a des données qui ont comparé l'oseltamivir au zanamivir. Et là, vous avez un essai randomisé contrôlé. Alors, dans une population de réanimation tout venant, il n'y avait pas de différence significative entre l'oseltamivir, que vous voyez ici sur la courbe de survie en vert, et 2 dosages de zanamivir, même si la courbe d'oseltamivir était plutôt en dessous, mais ce n'était pas statistiquement significatif. Il n'y avait pas non plus de différence en termes d'excrétion virale. Dans cette étude, dans le sous-groupe des patients intubés ventilés, il y avait une tendance à une mortalité un petit peu plus élevée des patients sous oseltamivir, mais ce n'était pas significatif. Ça, c'est pour le traitement antiviral. Après, il y a tout un tas de mesures adjuvantes qu'il va falloir mettre en place. L'antibiothérapie. Vous savez qu'il y a à peu près 30% des patients qui ont une grippe grave vont être co-infectés. Ça, c'est un chiffre qui est assez stable selon les études. Vous voyez ici une étude de patients infectés lors de la pandémie de 2009-2010. On trouvait ce chiffre de 30% avec comme pathogène co-infectant du staphylocoque doré et du pneumocoque essentiellement. Et ici, des patients infectés en 2000 quelques années plus tard. Et vous voyez que ce chiffre était équivalent avec un taux de co-infection qui était 3 fois plus important à ce qu'on retrouve dans la Covid. Et on trouvait à peu près les mêmes bactéries. Est-ce qu'on peut discriminer les patients qui ont une co-infection bactérienne ou pas? Dans les formes graves, on va prescrire un antibiotique de manière systématique. Par contre, on va pouvoir arrêter précocement l'antibiotique en utilisant la procalcitonine qui marche assez bien dans cette indication. Il y a plusieurs études qui ont étudié la valeur de la procalcitonine pour l'arrêt précoce de l'antibiotique dans les grippes graves.
Alors, les corticoïdes ont fait l'objet d'un débat assez passionné au cours des grippes graves. Il y a un niveau de preuve qui n'est pas très élevé, mais il y a là encore une convergence d'études qui suggère que les corticoïdes sont plutôt associés à une aggravation des patients qui ont des grippes graves. Et vous voyez, ça concerne plusieurs outcomes, ça concerne la mortalité, ça concerne l'admission en soins intensifs et ça concerne les infections acquises à l'hôpital. Et ça, ce sont les données d'une revue Cochrane. Malgré tout, donc, pour cette raison, on évite encore de donner des corticoïdes aux patients atteints de grippe grave. Et je souligne ça euh, euh, pour- parce que vous savez que les corticoïdes sont aujourd'hui vraiment une molécule clé pour le traitement des infections graves, que ce soit les pneumonies communautaires non grippales ou les chocs septiques. Donc la grippe fait aujourd'hui figure d'exception dans ce qu'on peut appeler cette contre-indication relative aux corticoïdes. Ça demande à être exploré de manière avec un niveau de preuve plus élevé. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a des essais thérapeutiques en cours qui ne s'interdisent pas d'inclure des patients qui ont des grippes graves dans des essais qui comparent corticoïdes versus placebo au cours des infections grippales sévères. Donc, on aura des données dans les années à venir pour savoir quel est vraiment l'effet des corticoïdes dans les infections grippales sévères. Et je vous montre là, ici, le design de l'étude RECORDS, qui est coordonnée par le professeur Annan, dans lequel il y a un sous-groupe qui compare l'hémisuccinate d'hydrocortisone au placebo chez des patients grippés. Alors, pour terminer, juste un mot pour vous montrer comment on prend en charge vraiment de manière dynamique ces patients, si j'ai encore 5 minutes, et deux problématiques qui sont vraiment importantes à discuter chez ces patients. Tout d'abord, la problématique de la persistance d'un prélèvement grippal positif qu'on peut illustrer par cette petite vignette clinique, celle d'un patient qui était immunodéprimé, qui venait d'être transplanté rénal et qui développait en post-transplantation une insuffisance respiratoire aiguë fébrile, qui était admis à l'hôpital pour la prise en charge de cette insuffisance respiratoire aiguë fébrile. Vous voyez son scanner avec des infiltrats alvéolo-interstitiels bilatéraux qu'on allait rapidement mettre en relation avec une grippe A traité par antibiotiques et oseltamivir. Le patient allait évoluer défavorablement et être intubé, ventilé avec un tableau de SDRA dont on parlait tout à l'heure. Et on allait constater chez ce patient la persistance d'un syndrome infectieux et 15 jours après son admission en réanimation et 15 jours après la mise sous oseltamivir, le patient gardait une excrétion virale persistante de virus puisque la PCR était toujours positive. Et donc dans ce contexte, on suspectait une résistance à l'oseltamivir, raison pour laquelle on avait recherché la mutation de résistance à l'oseltamivir. Et à l'époque, le zanamivir était encore disponible. Et comme le zanamivir reste efficace quand les patients ont la mutation de résistance à l'oseltamivir, on avait relayé le patient au zanamivir. Alors, c'est bien décrit, hein, l'excrétion virale prolongée. Ça concerne à peu près 25% des patients à J7 qui restent positifs, 25% des patients qui ont une grippe grave. Et donc, les facteurs de risque, c'est d'être grave, c'est-à-dire d'être sous ventilation mécanique invasive, et d'être immunodéprimé, parce que c'est des patients qui ont une excrétion, une charge virale qui est beaucoup plus importante que les autres. Et donc, il y a toute une littérature que vous connaissez certainement sur voilà, la prévalence de ces mutations de résistance à l'oseltamivir. Donc, on avait recherché dans un travail multicentrique chez ces patients qui ont une excrétion virale prolongée, c'est-à-dire qui restent à la fois symptomatiques, c'est-à-dire sévères sur le plan respiratoire et qui continuent à excréter du virus à J7, on avait recherché la prévalence de cette mutation H275Y de résistance à l'oseltamivir. Et donc, chez une trentaine de patients de réanimation, on avait mis en évidence que 25% d'entre eux avaient acquis cette mutation de résistance à l'oseltamivir. Et vous voyez que chez les patients qui n'avaient pas cette mutation de résistance, ben, la charge virale, enfin le CT augmentait avec le temps, donc la charge virale diminuait, alors que chez les patients qui acquéraient la mutation, la charge virale ne diminuait pas avec le temps, ce qui est assez logique.
Par ailleurs, les patients qui avaient la mutation de résistance sur le deuxième prélèvement étaient des patients qui étaient plus fréquemment exposés aux corticoïdes et qui avaient un outcome qui était plus défavorable. La deuxième chose sur laquelle je vais terminer ce topo, qui est un élément majeur de progression, d'amélioration dans la compréhension de la physiopathologie des grippes graves au cours des 15 dernières années, c'est l'aspergillose grippale. Et vous voyez toujours le même patient resté fébrile sous anamivir et un prélèvement respiratoire revenait positif à Aspergillus fumigatus. Le patient était mis sous antifongique avec des lésions, vous voyez, scanographiques qui étaient compatibles, excavées, nodulaires. Et les données épidémiologiques qu'on a acquises depuis ces 10-15 dernières années parlent d'elles-mêmes. 20% des patients pris en charge en réanimation vont développer une grippe grave. La mortalité de ces patients, pardon, vont développer une aspergillose invasive. La mortalité de ces patients qui ont une grippe grave et qui développent une aspergillose invasive, elle est de 50%, 2 fois plus élevée que chez ceux qui ne développent pas d'aspergillose invasive. Le fait d'être exposé aux corticoïdes est un facteur de risque majeur. Et vous voyez que maintenant, il y a énormément de données, hein. Il y a des méta-analyses qui sont réalisées. Donc, le fait d'être immunodéprimé, transplanté, d'avoir une hémopathie maligne, sont des facteurs de risque surajoutés chez les patients grippés de développer une aspergillose de réanimation. Et ce qu'on a vraiment compris, et je vous renvoie à cette revue qui est extrêmement didactique de Simon Face dans Lancet Respiratory Medicine sur les aspergilloses grippales, ce qu'on a compris, c'est que le délai entre l'admission pour grippe grave et le diagnostic d'aspergillose grippale, il est en fait extrêmement court, puisque les patients qui vont développer une grippe grave sont en fait des patients qui ont une colonisation trachéobronchique préalable aspergillaire. Et donc, en fait, l'aspergillose se développe quasiment d'emblée. Et donc, on sait maintenant qu'un patient immunodéprimés ou avec des facteurs de risque d'aspergillose qui arrivent en réanimation avec une grippe grave, il faut lui rechercher l'aspergillose d'emblée et ne pas attendre. La trachéobronchite aspergillaire est une forme particulière avec une létalité très élevée qui se caractérise par des dépôts blanchâtres dans les voies aériennes qui fourmillent d'aspergillus. J'accélère un petit peu. On a maintenant une classification qui s'appelle FOND-ICU, qui permet de catégoriser de manière assez précise, en fonction de un ou plusieurs facteurs de risque, ces patients qui ont une aspergillose trachéale et notamment d'origine grippale. Il y a des stratégies de prophylaxie qui se discutent, hein, mais qui aujourd'hui n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. Voilà. D'un point de vue macro, la mortalité des patients qui ont une grippe grave en réanimation, c'est à peu près 20%. C'est ce qu'on trouve de manière stable dans les études. Ça, ce sont des données de l'entrepôt de données de santé de la PHP. Donc, vous voyez, sur une vingtaine de réanimations. Et je vais en conclure sur cette diapo. Excusez-moi si j'ai un peu dépassé mon temps. 20% de mortalité. On a vu le niveau de preuve des antiviraux et en l'occurrence de l'oseltamivir qui n'est pas très élevé, mais la convergence des données aboutit au fait que les recommandations des sociétés savantes vont toutes dans le même sens. Les corticoïdes sont contre-indiqués aujourd'hui, mais il va y avoir des études pour préciser leur positionnement. Il n'y a pas aujourd'hui de latence particulière pour la personnalisation des antiviraux, mais c'est une marge de manœuvre qui pourrait voir le jour en fonction de la disponibilité de ces antiviraux. La prise en charge de l'aspergillose grippale est un élément absolument majeur, et puis évidemment les aspects préventifs sont absolument clés. Voilà, je remercie les différentes personnes avec lesquelles je travaille sur ces thématiques et je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour cet éclairage hein, qui souligne finalement le faible arsenal dont on dispose pour lutter contre ces infections.
Alors, on va pas pouvoir prendre beaucoup de questions et Nicolas, je vous inviterai peut-être à répondre à d'autres questions qu'il peut y avoir par la suite dans le chat. Il y a une question de Thomas Séché qui dit, a-t-on envisagé des administrations locales dans les voies aériennes des antiviraux, notamment chez les patients nouvellement infectés? Donc, une Alors, question chez sur les le patients, mode d'administration par voie les aérienne. aérosols d'antiviraux, quoi. Oui. J'ai pas de en tête d'études là qui est testé en tout cas chez les patients les plus sévères, ces types de stratégies. Les aérosolisations pour atteindre le poumon profond, c'est pas très facile. En tout cas pour les antiviraux, non, j'ai pas de, ça se fait pour certains antibiotiques, hein, mais pour les antiviraux, j'ai pas de cette notion. Alors, il y a beaucoup d'autres questions dans le chat. On ne va pas pouvoir toutes les poser. Il y a une question, moi, une dernière question que je trouve d'André Beaubieu qui me semble assez pertinente, c'est quid des co-infections grippe, Covid et comment on prend en charge ce type de co-infection si c'est le cas avec des corticoïdes? Ouais, ben, c'est une bonne question. J'ai pas la réponse non plus. C'est-à-dire que, alors déjà, c'est pas hyper fréquent, hein. C'est à peu près 5% des patients qui ont une co-infection. 5% des patients Covid ont une co-infection virale. Et dans cette co-infection virale, bah, c'est soit la grippe, soit autre chose, un rhinovirus, un VRS ou que sais-je. Euh, j'ai envie de dire que c'est un arbitrage clinique pour essayer de faire la part des choses entre quel est le virus qui rend le patient le plus grave, sachant que c'est franchement pas évident de faire un arbitrage. Donc, j'ai pas de bonne réponse et je pense que personne n'a de réponse à cette question. Voilà. Donc, si on a un aspect scanographique qui fait typique Covid, peut-être qu'on peut lui mettre de la Dexa. Je n'ai pas de réponse. Je pense il faut surtout rechercher les co-infections, notamment aspergillaires. Euh, bon, je pense que c'est probablement pas très grave de mettre un peu de dexaméthasone. Voilà. Et vraisemblablement, une bonne part de l'effet délétère des corticoïdes dans les grippes graves est médiée par la survenue de l'aspergillose grippale. Donc, si on met de la Dexa et qu'on dépiste de manière précoce l'aspergillose, euh, voilà, je pense qu'on s'en sort. Mais encore une fois, c'est des moutons à cinq pattes et c'est des patients qui ne sont dans aucune étude. Là, c'est du cas par cas. Je vois que Mustapha Sitar, aimablement, vient à mon secours et me fait remarquer qu'il existe une forme aérosol du zanamivir. Bon, en tout cas, merci Mustapha. Je pense que peut-être que Mustapha pourra préciser le type de données disponibles. Parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas de données chez les patients de réanimation. Et comme je vous l'ai dit, oui, pardon, c'est vrai que pardon, si, c'est vrai que le zanamivir, ici, il a tout à fait raison. Le zanamivir, effectivement, il y a deux formes, aérosol ou IV. Il a tout à fait raison. Zanamivir en réanimation, c'est plutôt aérosol, c'est plutôt IV qu'on l'administre. Effectivement, la forme aérosol du zanamivir m'avait échappé. Après, encore une fois, le zanamivir n'est plus disponible aujourd'hui en France. Dans la littérature de réanimation, c'est vraiment la forme intraveineuse qui était utilisée. Mais effectivement, la forme aérosol du zanamivir m'avait échappé. Merci beaucoup, Nicolas. Et vraiment, on va enchaîner sur justement un talk d'Andrés Pizzorno, qui est chercheur au Centre international de recherche en infectiologie, euh, justement, qui va nous dresser un état des lieux des antiviraux aujourd'hui et des pistes et des perspectives dans ce domaine. Merci Olivier, merci pour l'invitation. Je vais essayer de faire un survol, ça va être pas facile, je vais essayer de rattraper un peu les temps pour Thibaut. Donc je vais juste partager mon écran. Et sachez que
comme probablement pour les autres. Mais mes diapos, ils seront disponibles. Donc, j'ai mis des références et des choses pour que vous pourrez les consulter après. Comme ça, on ne passe pas trop de temps. Donc, l'idée présente aujourd'hui, c'est Andrés, les... tu Oui? peux mettre ta présentation en Ah oui, diaporama? pardon. Oui. Merci. Là, là, ça va, non? Très bien. OK. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui un peu les antiviraux pour la grippe, pour voir où on est et où on va. Donc, juste un petit rappel, moi je trouve que parfois c'est nécessaire. La grippe saisonnière, c'est juste une grippe, mais ça fait quand même 3 fois plus de morts que les accidents de la route en France. Et ça nous coûte à minima en coût direct et coût indirect plus d'1 milliard d'euros. Donc, et avec un impact très particulier sur les populations plus âgées et avec des conséquences au niveau des risques accrus des infarctus et des AVC. Et on est en France, on n'est pas des très bons élèves au niveau de la vaccination, ce qui met encore plus en avant les besoins des antiviraux, mais malheureusement, notre arsenal, comme vous allez voir, il est très, très limité. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est un antiviral? C'est un drogue qui inhibe la propagation d'un virus en interférant dans son cycle réplicatif. Ça, c'est un schéma de cycle réplicatif de la grippe. On va pas rentrer en détail, mais la question, c'est, comme dit les titres, où on est. Et aujourd'hui, on a, parmi les antiviraux disponibles par la FDA ou par la EMA, on a 3 classes, les bloqueurs des canaux DM2, les inhibiteurs de la neuraminidase et les inhibiteurs de la polymérase. Et là, vous pouvez voir les exemples, oseltamivir, sanamivir, peramivir, on a parlé, baloxavir, dont on a parlé, c'est ce qu'ils ont approuvé. Et je ne veux pas m'attarder sur les inhibiteurs des canaux DM2 parce qu'aujourd'hui, la résistance à ces antiviraux, il est presque ubiquitaire. Donc, leur utilisation, il est plus recommandée. Donc, si on commence par les inhibiteurs de la neuraminidase, ce sont des analogues de l'acide sialique, que c'est les récepteurs principaux des cellulaires des virus influenza. Et ces analogues ciblent les sites actifs de la neuraminidase, qui est très conservée chez les virus d'influenza A et B, et qui a un rôle clé dans la dégradation des mucus lors de l'entrée du virus, mais surtout dans la libération des virions de la cellule infectée. Et donc l'action des inhibiteurs, c'est plutôt pas tant que ça pour prévenir l'infection de la cellule, mais pour éviter la dissémination aux cellules avoisinantes. Aujourd'hui, comme on a parlé, il y a trois inhibiteurs de la neuraminidase qu'ils ont approuvés en Europe et aux États-Unis. Le celtamivir, le Tamiflu, qu'aujourd'hui c'est les standard of care, comme on vient de parler, qui est administré de façon orale. Et après, les anamivir, comme on a parlé, c'est une variante qui est donnée par inhalation. Il a une formulation intraveineuse aussi pour des cas très particuliers à partir et qu'elle peut être donnée à partir des 6 mois. Et aussi, il a les péramivir, qui c'est une autre variante. C'est un peu différent, c'est un cyclopentane qui est utilisé pour des traitements chez l'adulte et chez des enfants. Mais comme ça vient d'être dit, en France, on n'a qu'accès à l'oseltamivir. Mais ces inhibiteurs de la neuraminidase, ils ont des limites importantes. Et si on donne ces traitements, on commence ces traitements plus de 48 heures après l'apparition des symptômes, l'efficacité elle est réduite de façon très, très significative. Donc, c'est pas ce qu'on appelle un game changer pour les cas sévères, même si on voit qu'il a quand même une utilité. Donc, aussi, en Europe, ils ont disponible exclusivement sur ordonnance, ce qui n'est pas le cas maintenant aux États-Unis. Donc, finalement, ces deux choses, la besoin d'une ordonnance et le besoin de les donner rapidement, fait que finalement, euh, ces traitements, ils n'ont peut-être pas prescrit de façon optimale. Ici, vous avez des graphes de l'utilisation, les prescriptions de ce type des antiviraux dans les cas en Europe. Et on voit que c'est surtout pour les populations à risque, mais c'est pas toujours dans les délais optimaux.
Il y a aussi d'autres limites importantes, c'est l'émergence de la résistance. Ça, c'est ben, classique des virus, surtout des virus ARN et des antiviraux qui ciblent les virus. Et dans les cas des l'oseltamivir, il suffit d'une mutation au niveau de la neuraminidase à différentes positions, comme vous pouvez voir, qui peut conférer la résistance, finalement rendre ces drogues presque inutilisables. Et comme vous voyez ici, les cas, c'est un problème très important chez les patients immunosupprimés où l'apparition de la résistance est assez fréquente et ça amène à l'échec des traitements. Aussi, heureusement, il y a une prévalence qui est très basse de ces variantes résistantes, mais ça n'a pas toujours été le cas. Notamment dans l'hiver entre 2007 et 2008, on avait 1% de résistance à l'oseltamivir parmi les souches H1N1 circulantes. Et juste dans l'univers, cette prévalence, il est monté à 90%. Et l'hiver suivant, comme on voit ici en rouge, on était à 99% des souches circulantes H1N1 qui étaient résistantes à l'oseltamivir. Heureusement, je pourrais le dire, maintenant que la regarde dans les reculs, il y a les virus pandémiques H1N1 2009 qui est arrivé et il n'avait pas développé la résistance à l'oseltamivir, mais il avait un avantage épidémiologique vis-à-vis au virus circulant. Donc, il a remplacé les virus saisonniers qui étaient à ce moment-là presque à 100% résistants. Ce qui aurait été un gros, gros, gros problème au niveau de la gestion des infections. Donc, je vous ai dit aussi qu'il y a une autre classe qui c'est les inhibiteurs de la polymérase virale. Aujourd'hui, les seuls approuvés en Europe, c'est les baloxavir, qui a comme cible les domaines immunonucléases de la PA, une des trois protéines des complexes polymérases, qui est très conservée chez les virus d'influenza A, B et C. On ne va pas rentrer dans les mécanismes, mais il a certains avantages. Il est administré de façon orale comme un prodrogue au même titre que l'oseltamivir. Il est disponible pour des traitements à partir de 1 an, avec des enfants de plus d'un an. Et l'avantage qu'il y a, c'est on a besoin d'un seul traitement et qu'il y a une fenêtre thérapeutique plus importante que celle des inhibiteurs de la neuraminidase, où on va à peu près à 96 heures et pose l'apparition des symptômes. Et ça a été démontré dans des modèles animaux pertinents qui ont un très bon effet dans la réduction de la charge virale, mais aussi dans la transmission. Mais comme on a dit, il n'est pas très utilisé en Europe, il est surtout utilisé au Japon et on peut maintenant aux États-Unis. Aussi, la limite de ces valoxavir, c'est que vous avez à gauche les premiers papiers où ça a été publié, les premiers essais cliniques qui a finalement mené à l'autorisation du valoxavir, ou des premiers essais cliniques, comme vous voyez ici en bas, on avait presque jusqu'à 10% des, des prévalences des souches résistantes chez les patients. Et on voit à droite, c'était surtout chez les patients pédiatriques que la résistance se développe assez facilement. La bonne nouvelle parmi tout ça, c'est que tant le oseltamivir comme le valoxavir, dans des modèles animaux, ils ont été démontrés d'être efficaces contre les souches H5N1 circulant maintenant et qui posent vraiment une menace au niveau pandémique. Comme vous pouvez voir ici en rouge, il y a un gain en survie pour les valoxavir et aussi pour la dose la plus forte de celtamivir qui répercute dans des titres viraux euh, plus faibles, surtout dans les cas de valoxavir. Il y en a aussi d'autres antiviraux qui ont été approuvés pour les traitements de la grippe, mais pas en Europe. Certains aux États-Unis, certains beaucoup au Japon et en Europe de l'Est. On a les lanimivir, j'ai gardé les codes de couleur, c'est un autre inhibiteur de la neuraminidase qu'on peut, comme les valoxavir, permet avec un seul traitement donné en protection et c'est pour ça qu'il est priorisé pour la prophylaxie post-exposition.
Après, il y a les favipiravir. Vous avez beaucoup entendu parler pendant la pandémie de son utilisation contre les Covid. C'est un analogue des nucléosides. C'est une des classes de drogues les plus utilisées et les plus priorisées pour la préparation pandémique, vu leur versatilité. Comme il dit là, il a une activité antivirale à large spectre. Ici, je ne me trompe pas, il y a en ce moment un essai clinique favipiravir grippe qui est en train de recruter des patients à Paris. Après, il y a les Enisamium iodide, et c'est un autre inhibiteur de la polymérase. Leur mécanisme d'action, il est moins clair, mais c'est beaucoup utilisé en Europe de l'Est et en Asie contre les infections sévères. Et comme je vous ai ajouté ici, une nouvelle classe, c'est des inhibiteurs de de la région conservée de la tige de l'hémagglutinine, l'arbidol. C'est une drogue qui est utilisée depuis longtemps en Russie et en Chine et qui a une activité antivirale à large spectre aussi. Comme vous voyez, sauf pour les laninamivir, les autres molécules sont administrées que de façon orale. Donc, OK, ça c'est l'état des lieux aujourd'hui. La question c'est où on va. Pour savoir où on va, c'est pas facile. Il faut se poser des questions de quels sont les objectifs. Et malheureusement, au même titre les objectifs, il y a des challenges associés. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait dans un monde idéal de notre antiviral de rêve? C'était de réduire de façon significative la charge virale, de, comme j'ai dit, élargir le plus possible la fenêtre thérapeutique pour arriver à traiter plus de patients de façon efficace. Aussi, comme je vais le répéter, les problèmes de la résistance, c'est vraiment les fléaux des antiviraux. Donc, il faut augmenter la barrière pour l'émergence des variants de résistance. Idéalement, avoir une activité antivirale à large spectre, surtout dans les cas des éclosions et des pandémies. Idéalement, réduire les nombres de traitements nécessaires pour que ce soit plus facile que les gens puissent compléter leur traitement. Et aussi, ça a été un peu mentionné, diversifier les routes d'administration. Ce n'est pas tous les patients, surtout les patients sévères, qui ont des personnes âgées qui ne peuvent pas et qui peuvent, pardon, prendre un antiviral par voie orale. Donc, c'est quoi les stratégies? On a beaucoup parlé des stratégies dirigées contre les virus, des antiviraux, ce qu'on appelle direct acting antivirals, qui vont directement contre les déterminants, et sont des molécules qui vont contre les déterminants du virus. Mais il y a aussi des immunothérapies qu'on utilise pour d'autres maladies infectieuses avec des sérums d'immunisation passive et aussi avec des anticorps monoclonaux. Ici, c'est une liste, c'est pas du tout exhaustive, mais c'est pour vous donner une idée. Je me suis restreint aux antiviraux qui ont en cours d'évaluation clinique contre la grippe. Comme vous voyez sous la gauche, il y a une panoplie des cibles virales, qui sont d'intérêt, j'imagine, pour ces cibles virales, euh, qui ils peuvent être adressés avec différentes stratégies. Vous avez les noms ici, les modes d'action. On a des oligos, on a des anticorps monoclonaux, on a des molécules classiques, et on a aussi des conjugués où on cherche une action antivirale et immunomodulatrice en même temps. Vous avez les références en bas à droite, vous pourrez après les consulter, il a bien plus d'informations. Mais, comme on a dit aussi, il y a aussi d'autres approches, notamment les sérums hyperhumains. C'est des solutions, des immunoglobulines intraveineuses qui se préparent en général 6 mois à l'avance, un peu comme quand on choisit les souches pour les vaccins. Et ils ont montré son entraînement vraiment très important dans les cas sévères et chez les patients immunosupprimés. Euh, Ils ont montré en général des résultats cliniques intéressants, surtout contre les virus B, mais il y a des résultats aussi un peu contradictoires, donc on a besoin quand même de plus d'études cliniques. Et il y a aussi, plutôt dernièrement, des anticorps monoclonaux dirigés, comme je dis, à la portion conservée de la tige de l'hémagglutinine et qui empêchent la fusion de la membrane,
des deux membranes, la membrane virale et la membrane cellulaire pour vraiment l'infection. C'est un motif latige qui est assez conservé. C'est la cible aussi des vaccins universels qu'on est en train de désigner. Et comme je vous ai noté ici, il y a beaucoup d'exemples en phase 2 en général, certains en phase 1, dont on attend des résultats idéalement rapidement. Mais on a aussi une autre façon de prendre ces challenges et c'est aussi pas seulement cibler les virus, mais cibler l'hôte. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des molécules qui ils ont des effets, ils ciblent des cibles cellulaires qui sont impliquées. On sait que les virus, pour, euh, pour remplir son cycle d'infection, son cycle réplicatif, il a besoin des partenaires cellulaires. Et donc, on a des molécules, on peut avoir des cibles viraux ou des molécules qui ciblent l'hôte avec des effets véritablement antiviraux. Comme j'ai dit à la définition, ça reste la même. Il interfère avec des facteurs nécessaires pour les cycles viraux. Mais il y a aussi des agents immunomodulateurs. On peut parler dans la présentation d'avant. Donc, pourquoi cibler l'hôte? Entre autres parce que les cibles cellulaires sont bien plus conservées, ils ont moins de variabilité que les cibles viraux, et donc on va s'indépendiser de la souche virale et aussi on va dérisquer au niveau de l'émergence de résistance. Il y a aussi plusieurs virus qui utilisent les mêmes facteurs, les mêmes voies de signalisation. Donc, si on les cible de façon efficace, on pourrait avoir un effet antiviral à large spectre. Et aussi, comme on a dit, il peut y avoir des effets immunomodulatrices qui sont importants surtout pour les cas sévères. Donc, comme juste rapidement, les immunomodulateurs, il est rationnel de l'utiliser. On sait très bien qu'une bonne partie de la symptomatologie des manifestations cliniques sont plutôt dues à la réponse immunitaire qu'au virus en soi. Que la réponse inflammatoire, il est un facteur très commun et un facteur de sévérité important lors des infections virus respiratoires et que certains facteurs viraux, ils ont été prouvés pour avoir des effets immunomodulateurs. Donc, ça montre que c'est une route importante et ça pourrait être une façon d'arriver à traiter ou à mieux prendre en charge ces patients qu'ils ont hospitalisés, qu'ils ont un peu trop tard, si on veut, pour un traitement exclusivement antiviral. Donc, grosso modo, les objectifs sont deux, soit augmenter des réponses immunitaires insuffisantes, notamment chez les immunodéprimés, ou pourquoi pas réduire ou contrôler des réponses excessives, comme on parle parfois des cytokines storm qui amènent à une pathologie sévère. Donc ici, on une petite liste pour certains exemples des trois catégories que je vous ai montrées. Vous pouvez revenir après. Et je tiens à dire que il y a bien d'autres candidats qui ont été aujourd'hui, techniquement, je ne peux pas les mettre dans ces tableaux parce qu'ils n'ont pas été, ils n'ont pas une évaluation contre la grippe, mais ils ont été beaucoup évalués contre les SARS-CoV-2, contre les infections Covid. Donc, c'est une question de temps et du bon sens que s'il y a des effets positifs, ces traitements soient testés pour la grippe. Donc, on a parlé des traitements qui ciblent les virus, des traitements qui ciblent l'autre. Ben, pourquoi ne pas faire les deux? Et d'ailleurs, je pense que les futurs des traitements, quand on dit où on va, c'est là qu'on s'en va. Si on combine des agents avec différents modes d'action, on va augmenter les pouvoirs antiviraux, on va faire une clairance virale plus rapide, on va réduire la transmission, on va augmenter la fenêtre des tirs, on va augmenter de façon très significative la barrière de résistance et aussi on pourrait encore une fois traiter les patients immunocompromis qui sont quand même une des cibles très, très importantes et qui sont souvent un peu, je ne veux pas dire oubliées, mais mises de côté. Deux petits exemples, ça c'est l'étude Flaxstone, ils ont combiné baloxavir et oseltamivir. On voit à droite qu'il y a un bénéfice très important au niveau virologique.
au niveau des outcomes biologiques, mais au niveau clinique, il n'y a pas des différences significatives. Par contre, quand on combine euh, un inhibiteur de la neuraminidase, l'oseltamivir, avec des immunomodulateurs, on trouve, comme on voit ici, avec ça, c'est une triple combinaison avec la clarithromycine et les naproxènes. Les naproxènes qui au départ a été utilisé comme anti-inflammatoire non stéroïdien, mais qu'en cours de route, ça a été démontré qu'il peut avoir un effet directement sur le virus parce qu'il cible la protéine OP. Et quand on combine des immunomodulateurs avec des antiviraux, on a un bénéfice, pas toujours, au niveau clinique et au niveau virologique. Donc, juste pour finir, et notre arsenal, il est très, très limité, et avec une fenêtre d'efficacité assez courte. Et personnellement, je pense qu'aujourd'hui, la meilleure option disponible, c'est le Valoxavir, et ça serait important qu'elle soit disponible en France, et surtout d'avoir deux options pour gérer les phénomènes de résistance. La monothérapie, elle nous prouve à chaque jour que même si c'est utile, il manque de puissance et, et qu'il faudrait une combinaison, mais il faudrait générer des données plus robustes dans ce sens-là. Aussi, on a beaucoup des nouveaux candidats en préclinique, des combinaisons en préclinique qui sont très efficaces et que ce n'est pas les cas en clinique. Donc, il va falloir normalement améliorer nos modèles précliniques pour qu'ils soient plus prédictifs. Aussi, améliorer les designs des essais cliniques pour inclure de plus en plus des endpoints cliniques et, plutôt que virologiques, intégrer maintenant l'intelligence artificielle. Et ben, je vais finir avec cette remarque. L'ISAR, l'International Society of Antiviral Research, ils ont, dans leur congrès cette année, ils ont souligné les besoins de créer des infrastructures et des partenariats publics-privés pour vraiment renforcer nos capacités dans les périodes interpandémiques. Il ne faut pas attendre la pandémie pour générer les choses. Et dans ce sens, les CNRS, l'Institut de biologie du CNRS a été pionnier avec les, le financement et le soutien des Virocryb, une infrastructure nationale qui cible à générer un continuum pour cribler et évaluer différents antiviraux. Ça a été soutenu aussi par l'NRS mieux dans les cadres des PPR. Et maintenant, on est en collaboration avec Gabo, qui c'est un peu l'équivalent, mais pour les CNRS chimie. Donc, pardon, je suis allé dans l'autre sens. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous laisse mon contact et je vous profite pour faire la pub du prochain webinaire des LICIR sur les diagnostics des infections respiratoires virales. Merci. Merci beaucoup, Andrés. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Alors, une question de Mustapha. Peux-tu nous rappeler pourquoi l'utilisation du baloxavir n'est pas encore généralisée en Europe? J'aimerais avoir la réponse. Ma supposition, c'est que euh, les Japon, la Corée sont des pays qui sont bien plus habitués à l'utilisation des antiviraux. Ils ont un peu moins de crainte. Ils foncent avant nous. Et il ne faut pas oublier, les baloxavir a été approuvé en 2018. Probablement, ça a été considéré en Europe à partir de 2019. Et à partir de 2019, on a oublié la grippe et c'était la Covid. Mais avec tous les cas de H5N1, les États-Unis, ils ont revenu sur la partie grippe, la partie Valoxavir. Donc j'espère qu'au niveau européen, on reprendra les dossiers assez rapidement. On a également merci. On a également une question de Thomas Séché sur donc les approches d'immunothérapie que tu as mentionnées, notamment de sérum hyperhumain. Est-ce qu'elles présentent les mêmes limites que les vaccins, c'est-à-dire à savoir la nécessité de les mettre à jour d'une saison de virus influenza sur l'autre, ou est-ce qu'on peut s'attendre à des réponses
et une efficacité plus large au spectre. Je ne suis pas clinicien. En général, dans un monde idéal, on reformule à peu près tous les 6 mois, selon à partir des poules, des sérums, de ce qui a été circulé, disons, les 6 mois précédents. Mais en général, ça a été démontré, et surtout, si je ne me trompe pas chez les patients immunosupprimés, qu'il y a quand même, même s'il y a, dans les cas où il y aurait des mismatchs, il y a quand même un gain au niveau clinique euh, pour ce type de thérapie. Merci Andrés. Merci beaucoup. On va enchaîner sur la dernière présentation de ce webinaire, qui est une présentation donnée par Thibaut Crépin, qui est chercheur CNRS à l'Institut de biologie structurale de Grenoble, et qui va nous parler de biologie structurale et de la contribution de ces approches de biologie structurale pour développer, étudier la grippe et étudier et proposer de nouveaux antiviraux. Donc Thibaut, on t'écoute. Merci Olivier, merci à à la NRSMIE pour cette invitation pour parler justement de la biologie structurale sur la grippe. Moi je vais commencer par présenter la vedette du jour parce qu'il n'y a personne qui a quand même pensé à présenter le virus. Donc le virus, c'est cette petite particule virale que vous pouvez voir là sur ce micrographe, enfin ce micrographe en fait, une petite particule virale qui peut adopter différentes formes. Donc le virus de la grippe, c'est un virus enveloppé, mais c'est surtout un virus à ARN de polarité négative. Et la particularité de ce génome, c'est que c'est un virus, un génome segmenté. Et les différents segments qui forment la totalité du génome, qui codent pour une dizaine de protéines qui sont représentées ici. Généralement, c'est une protéine par segment, sauf pour les segments 7 et 8, donc une dizaine de protéines majoritaires. Et à côté de ces protéines majoritaires, suivant les souches, on va trouver aussi des petites protéines accessoires dont le nombre n'est pas encore très bien défini et surtout on ne sait pas, on ne comprend pas encore et vraiment leur rôle dans le cycle viral. Donc l'ARN génomique n'est jamais nu, que ce soit dans la particule virale ou dans la cellule, il est toujours associé avec des protéines pour former ce que l'on appelle la ribonucléoprotéine virale, la VRNP. Donc la VRNP est schématisée ici. En fait, c'est l'ARN viral qui est attaché, qui interagit par ses extrémités 5' et 3' avec la polymérase qui forme un hétérotrimère, que le reste de l'ARN qui est recouvert par la nucléoprotéine pour former cette structure particulière, parce que du fait que l'ARN interagisse à la fois avec par son extrémité 5' et 3' avec la polymérase, il est en quelque sorte circularisé. Et ce qui fait qu'à l'autre extrémité, on va avoir une boucle apicale et dans la partie médiane, on va avoir une structure particulière en hélice et formée de deux brins agencés de façon antiparallèle. Donc la VRNP, c'est l'entité réplicative du virus et c'est cette entité qui est responsable à la fois de la réplication, donc l'amplification du génome viral, et de la transcription, la production des messagers viraux qui vont donner les protéines virales derrière. Alors sur cette diapositive, j'ai résumé rapidement le cycle viral. Je vais uniquement me focaliser sur les spécificités de ce cycle viral. Donc la première spécificité, c'est que la réplication et la transcription se font dans le noyau de la cellule infectée. Et la deuxième particularité, c'est le mécanisme d'initiation de la transcription. En effet, les ARN messagers, pour être traduits, ils doivent être coiffés. Et en fait, la polymérase de la grippe est incapable de coiffer ses propres ARN messagers et a donc développé ce mécanisme qu'on appelle le vol de coiffe. En fait, au niveau de la sous-unité de la polymérase, la sous-unité PB2 a un domaine de liaison à la coiffe. Et une fois que ce domaine a reconnu des pré-ARN messagers cellulaires, ces pré-ARN messagers cellulaires vont être clivés par la sous-unité PA par un domaine endonucléat de façon à former des petits primers d'ARN coiffés. Et c'est ces petits primers d'ARN coiffés qui servent à la sous-unité PB1 pour initier la synthèse des messagers viraux qui vont être ensuite traduits en protéines. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, donc j'avais aussi préparé une explication pour les antiviraux, mais je pense que Andrés Pizzorno nous a bien expliqué les différentes stratégies antivirales. Rappelez aussi qu'il y a les vaccins qui permettent aussi, de limiter la maladie. Donc, pour en venir à la biologie structurale sur le virus influenza, donc il faut savoir que la biologie structurale sur la grippe, c'est principalement Grenoble, mais pas que.
Donc, je vais essayer de vous présenter une vision globale de tout ce qui est fait en biologie structurale sur la grippe. Alors, pourquoi la grippe et Grenoble? En fait, il faut remonter à la fin des années 70 où il y a eu la rencontre de deux personnalités, on va dire. Rob Brigrock, qui était à l'époque thésard en Hollande, et Steven Cusack, qui était jeune scientifique à l'UMBL, qui ont interagi entre eux. Et l'objectif de cette étude, c'était de caractériser le virus de type B en utilisant soit la microscopie électronique, soit la diffusion de neutrons, ce qui a abouti à ce premier papier au début des années 80. Et ce qui a incité aussi Rob à venir s'installer à Grenoble. Et donc ce papier, qui a été publié en 92, c'est le premier papier 100% grenoblois qui présente la structure de la neuraminidase du virus de type B. Et avec cette structure, il y a toujours, depuis cette structure, il y a toujours eu la volonté de comprendre les mécanismes moléculaires sous-jacents associés à ces structures. Et si on revient au génome viral, en fait, sur les 10 protéines majeures de la particule virale, en fait, il y en a 8 qui ont été étudiées intensivement à Grenoble pour à peu près une production scientifique d'environ une centaine de publications. Donc, je vais effectivement pas parler de ces 100 publications, mais plus me focaliser sur ce qui s'est passé sur les 15 dernières années concernant la polymérase et la VRNP, donc polymérase et nucléoprotéines. Donc ça, c'est la première image qu'on a eue de la VRNP, c'était à la fin des années 60, par microscopie électronique, ce cliché de microscopie électronique qui montre en fait la forme de la VRNP avec une boucle et une partie centrale repliée sur elle-même. Et en fait, les seules données à haute résolution que l'on a de la VRNP proviennent de ces deux papiers qui ont été publiés en 2012 par une équipe américaine et une équipe espagnole qui présentaient en fait la structure de la VRNP dans sa totalité, mais à une résolution qui était de l'ordre du nanomètre, donc pas suffisamment précise pour permettre vraiment d'appréhender les mécanismes moléculaires sous-jacents à cet assemblage et à son fonctionnement. Et en fait, à Grenoble, on s'est focalisé à essayer de caractériser les deux partenaires principaux, donc la polymérase et la nucléoprotéine. Et avec la polymérase, en fait, la première stratégie qu'on a employée, ça a été d'essayer de la couper de façon à obtenir des domaines isolés de cette polymérase et à les caractériser. Cette stratégie a été relativement payante puisqu'on a pu obtenir la première structure d'un domaine de la polymérase. Donc, c'était en 2007, c'était la structure du domaine C-terminal de Pb2. Et on a pu montrer que c'était cette partie qui était impliquée dans le transport au noyau de cette sous-unité lors du cycle viral. Et donc, cette stratégie qui a été vraiment très payante, puisqu'on a aussi caractérisé deux domaines importants avec cette stratégie. Donc, le domaine de liaison à la coiffe qu'on a localisé dans la partie médiane de Pb2, et aussi le domaine endonucléase localisé à l'extrémité C-terminale de la sous-unité P1. On a également mis en place une stratégie qui visait à produire la polymérase dans sa totalité. Et ce qui fait qu'il y a maintenant une dizaine d'années, on a pu avoir la première structure de la polymérase dans sa totalité. Et en fait, ce n'était pas une structure, mais deux structures. Donc, la structure de la polymérase du virus de type B et aussi la structure de la polymérase d'un virus de chauve-souris. Mais en fait, ces deux structures nous ont permis déjà de comprendre un peu la complexité de l'assemblage de cette polymérase pour former ce corps vraiment compact que l'on a maintenant et aussi à commencer à révéler la spécificité de l'interaction du promoteur ARN. Et en fait, disposant de cette polymérase, en fait, on a pu mener vraiment des études en profondeur du fonctionnement de la polymérase, donc que ce soit dans sa dynamique moléculaire et sa dynamique mécanistique, des deux grandes étapes qu'elle catalyse, donc à savoir la réplication et aussi de la transcription par le mécanisme de vol de coiffe. Et le papier le plus important de cette étude, c'est ce papier publié en 2020 dans Cell. Et aussi, on a pu aussi étudier donc l'interaction de cette polymérase avec des partenaires cellulaires importants pour le fonctionnement de la polymérase et du cycle viral, notamment donc l'interaction de la polymérase de la grippe avec l'ARN polymérase 2 cellulaire, notamment avec la partie CTD phosphorylée de la POL2. Et un autre partenaire important qu'on a étudié, c'est le facteur ANP32A, qui est un facteur de restriction d'hôte et qui est connu pour permettre l'adaptation des virus animaux vers l'homme et vice-versa.
Et notamment, on a pu montrer en fait que ANP32A interagissait avec un dimère de la polymérase lors de la réplication. Et aussi ANP32A est aussi capable d'interagir avec la nucléoprotéine, ce qui fait en fait que ça forme une sorte de clé de voûte de la réplication virale par un facteur cellulaire. Donc, tous ces travaux aussi sur la polymérase qui ont été aussi pionniers pour permettre des travaux sur d'autres virus émergents, donc notamment pour travailler sur le mécanisme d'endonucléase des bugnavirus. Et je citerai aussi ce très joli papier qui a été fait par Hélène Mallet l'année dernière sur la caractérisation de la polymérase d'Antane dans sa totalité. Donc, le deuxième partenaire important de la VRNP, c'est la nucléoprotéine. Donc, la nucléoprotéine, c'est une première structure qui a été obtenue en 2006 par une équipe américaine qui nous a permis de comprendre en fait le processus d'oligomérisation de la protéine, notamment par une boucle importante, la boucle d'oligomérisation qui est ici, qui permet le contact entre les différents protomères. Et en fait, nous, à Grenoble, on a pu obtenir la structure d'une forme monomérique de la nucléoprotéine en montrant en fait que la boucle d'oligomérisation est capable de se replier sur le corps. Et surtout, on a été capable de montrer qu'à partir de la protéine monomérique, on pouvait réobtenir des structures hélicoïdales in vitro juste en rajoutant de l'ARN. Et en fait, très récemment, ça nous a permis de pouvoir obtenir la structure du complexe NP-ARN en présence, en conformation hélicale et dans différentes conformations. Donc, sous la forme d'une hélice simple brin, sous la forme d'une hélice double brin, avec les deux brins agencés de façon parallèle, mais surtout avec les deux brins agencés de façon antiparallèle, tel qu'on peut l'imaginer dans le cas de la VRNP. Alors, pendant que je finalisais mes diapositives vendredi, en fait, j'ai eu une alerte sur ma boîte qui m'a indiqué en fait qu'il y a une équipe américaine qui a publié il y a 4 jours la structure de la VRNP d'influenza D dans sa totalité. Donc, je me devais de citer ce très joli papier qui reprend aussi beaucoup de nos publications pour expliquer le fonctionnement de la polymérase. Alors, au vu de la thématique, donc comme je vous ai dit, en fait, la grippe, c'est Grenoble, mais c'est pas uniquement que Grenoble en France. Donc, je citerai en fait les travaux de 2 équipes. Donc, l'équipe de Daniel Marc en collaboration avec Bertrand Castin, qui a travaillé sur le domaine de liaison de l'ARN de NS1 et notamment obtenu des structures de NS de ce domaine avec différents ARN, qui a permis aussi d'avancer dans la compréhension de la dynamique d'interaction de ce domaine avec l'ARN. Et ces travaux qui ont été aussi repris en collaboration avec Anne-Claude Camproux, de façon à montrer que ce domaine pouvait être une drogue potentielle et très prometteuse pour concevoir des antiviraux. Autres travaux que je citerai, ce sont les travaux de Christophe Chevalier et de Ronan Logofic à l'INRA, qui travaillent sur le facteur de virulence de PB1F2. Donc PB1F2, c'est une petite protéine accessoire qui a été montrée comme une protéine intrinsèquement désordonnée et qui est connue pour exacerber la pathogénicité de certains virus. Et en fait, cette équipe, elle est capable de caractériser cette protéine. Donc, elle a montré notamment qu'elle formait des fibres amyloïdes in vitro et qu'elle est capable de caractériser la formation de ces fibres amyloïdes depuis le tube à essai jusque dans un modèle animal. Donc, vu la thématique qui était développée par l'action coordonnée, en fait, je me suis un peu aussi focalisé sur comment utiliser ces structures pour concevoir des antiviraux. Et pour vous expliquer ce qu'on peut faire, en fait, je vous résume en fait le travail qu'on a fait sur le domaine endonucléase de la sous-unité PA. Donc là, parce qu'au moment de la structure, en fait, ce qu'on avait pu mettre aussi en place, c'est un test rapide qui permettait de caractériser cette activité. Donc juste en mélangeant le domaine en présence d'ions divalents et un ARN, on observait une dégradation une dégradation. Et à cette époque, en fait, était connu que ces molécules, le DPBA, avaient un effet inhibiteur sur le vol de coiffe. Et donc, on a utilisé cette molécule dans le test et on a montré que cette molécule avait un effet dose-dépendante sur l'activité. On a été également capable de résoudre la structure de la molécule dans le site actif du domaine et aussi donc, différentes structures qui étaient modifiées. Et en fait, tous ces travaux qui ont été publiés et aussi qui ont fait l'objet de brevets, qui ont été exploités en partie pour sortir le Xofluza en 2017. Donc Steven Cusack a aussi travaillé à continuer cette stratégie de petites molécules contre les 2 autres activités de la polymérase, donc la liaison de la coiffe et l'activité de synthèse d'ARN.
Et en fait, ces travaux qui ont montré aussi pourquoi l'utilisation de ces molécules était un petit peu plus difficile à concevoir pour avoir des antiviraux efficaces. Donc, notamment pour les analogues de la CAP, donc il a de la coiffe, pardon, il a pu mettre en évidence que certains résidus du site actif étaient importants pour expliquer les problèmes de sensibilité des différents antiviraux, des différentes molécules vis-à-vis des différentes souches. Et concernant le favipiravir, qui avait été initialement développé contre la grippe, en fait, donc il a pu mettre en évidence un mécanisme original de fin de production d'ARN. Et surtout, en fait, avec les structures qu'il a pu obtenues, on savait qu'il y avait des mutations qui apparaissaient rapidement avec l'usage de ces molécules. Et en fait, il a notamment en position 229 de PB1. Et en fait, il a pu mettre en évidence en fait, que cette position de 229 qui est ici, en fait, elle est directement en contact avec le produit lorsque la molécule est employée dans des tests de synthèse. Donc, mettre en évidence, expliquer les mécanismes de résistance qui apparaissent. Concernant aussi la deuxième stratégie qu'on essaie de développer, c'est concernant, étant donné que maintenant on a la structure du complexe entre la nucléoprotéine et l'ARN, avec le détail de l'entièreté du chemin qu'adopte l'ARN sur la nucléoprotéine, on a contacté des chimistes, notamment Nicolas Pietrancosta, qui nous a identifié des petites molécules basées sur un screening in silico. Et actuellement, on est en train d'essayer de tester ces molécules dans des tests de liaison à l'ARN en vue de sélectionner les meilleures molécules et aussi pour derrière commencer un travail structural en vue de potentiellement les améliorer. Et enfin, pour illustrer en fait la slide d'Andrés Pizorno qui parlait de cibler l'autre comme stratégie virale, je voudrais juste aussi vous présenter donc, enfin, le projet qui est porté par Nadia Nafak, puisqu'en fait Nadia Nafak a identifié RAID et SMU, donc deux protéines du spliceosome, comme impliquées dans la production des messagers viraux, notamment le messager qui code pour la protéine NEP. Puisque en fait, quand on utilise des siRNA dirigés contre RAID et SMU, on voit clairement qu'il y a une diminution de la charge virale. Et aussi, on voit qu'il y a un effet clairement sur la production des messagers viraux correspondants. Et en fait, donc, Nadia nous a contactés. Donc, on a pu obtenir la structure d'un complexe minimal entre RAID et SMU, notamment donc, identifier une poche très importante pour la liaison de RAID sur SMU. Que cette poche a pu être targetée encore par des chimistes qui nous ont identifié des molécules qui viennent se fixer dans cette poche. Et on a pu obtenir les structures de ces molécules en complexe et aussi montrer que ces molécules avaient à la fois un effet inhibiteur sur la charge virale et aussi sur la production du messager codant pour la protéine. Donc on a vraiment potentiellement une molécule qui pourrait cibler l'hôte en vue de déstabiliser, d'empêcher la production, la réplication du virus de la grippe. Donc ce projet qui se continue, puisqu'on essaie d'améliorer les molécules en question et on est aussi en train d'investiguer la stratégie de développer un peptide qui, à ce moment-là, mimerait RAID et pourrait venir remplacer RAID sur SMU. Donc actuellement, la biologie structurale, on parle aussi beaucoup d'intelligence artificielle et de prédiction de structure. Donc aussi, je me devais de parler de ça et pour illustrer ces propos, en fait, je me suis un petit peu amusé la semaine dernière à essayer de voir ce que donnait AlphaFold vis-à-vis de la prédiction des structures pour la machinerie réplicative de la souche H1N1 qui pose problème, la B313. Et donc dans un premier temps, je me suis intéressé à la polymérase et j'ai rentré les séquences des trois sous-unités de la polymérase. Et en fait, AlphaFold est vraiment capable de donner des choses très, très puissantes puisqu'elle permet de voir elle permet de donner des prédictions qui montrent les différents réarrangements des domaines tels qu'on les a mis en évidence dans les structures, donc quelque chose qui est relativement assez puissant. Donc j'ai poursuivi également avec la nucléoprotéine et le complexe avec l'ARN. Donc ici, vous avez la structure qu'on avait obtenue et ici, la prédiction. Donc globalement, si on s'intéresse à l'ARN, on voit que le chemin de l'ARN, il est concordant, même si on a un peu de variabilité au niveau de la prédiction.
Mais par contre, une chose qui ne me plaît pas, c'est que dans notre cas, en fait, on sait très bien que lorsque l'on a la protéine monomérique et qu'on rajoute de l'ARN, il y a l'ouverture de la boucle d'oligomérisation. Et en fait, AlphaFold et Rosetta nous prédisent en fait le domaine de la boucle d'oligomérisation repliée sur le corps de la nucléoprotéine en présence d'ARN. Donc, à mon sens, en fait, cette prédiction, même si elle est très jolie, elle n'a pas de raison biologique. Et derrière, j'ai voulu aussi poursuivre cette analyse en regardant un petit peu ce que ces programmes me donnaient comme prédiction pour l'assemblage de la nucléoprotéine. Et donc, vous avez ici donc, ce qu'on a obtenu en structure. Et ça, c'est ce qui est prédit par AlphaFold. Donc, c'est-à-dire que AlphaFold va avoir tendance à minimiser la structure dans l'espace de façon à fournir une solution qui est la plus compacte possible. Et que actuellement, dans sa version actuelle, sans avoir rentré dans le code, AlphaFold est incapable d'appréhender en fait l'assemblage de la nucléoprotéine sous une forme hélicoïdale. Et en fait, pour le moment, en fait, je pense qu'on est encore loin de pouvoir prédire un assemblage de la protéine avec un assemblage en double brin comme ce que l'on observe dans la VRNP. Donc voilà, donc je voudrais remercier donc les différentes personnes avec lesquelles je travaille, que ce soit à l'IBS, à l'EMBL, aussi les collaborateurs. Je voudrais remercier les grands instruments parce que c'est aussi important d'avoir ces machines pour pouvoir obtenir les structures qui vont avec. Les plateformes également, un grand merci, et aussi les financeurs. Mais avant de rendre la main, je voudrais juste aussi prendre une petite minute pour parler du RESAFLOU, le présenter. Donc l'objectif du RESAFLOU, c'est un GDR qui est financé par le CNRS et qui regroupe différents labos en France. Donc vous avez une répartition des labos qui sont impliqués dans le GDR là. Donc l'objectif du RESAFLOU, c'est de fédérer les équipes qui travaillent sur la grippe, donc c'est à peu près 200 scientifiques, afin de renforcer, de stimuler les échanges, la coopération scientifique et de mettre en commun les savoir-faire, les modèles animaux et les grands instruments. Donc, c'est clairement pas un GDR de biologie structurale, puisqu'on essaie la biologie structurale, c'est seulement une petite partie de ce GDR. On essaie de couvrir toutes les problématiques qui sont associées au virus influenza, depuis l'émergence des nouveaux virus jusqu'à essayer de concevoir de nouvelles stratégies prophylactiques et thérapeutiques. Le GDR actuellement, il est dirigé par Olivier Terrier qui le coordonne. Et vous avez la liste des différentes personnes qui sont impliquées dans le COPIL. Donc pour toutes les personnes qui seraient intéressées enfin qui travaillent sur la grippe, qui ne seraient pas dans le GDR, qui seraient intéressées par le rejoindre, ou alors aussi pour les autres personnes, vous sentez tout à fait libre de nous contacter pour intégrer le réseau. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis désolé pour cette prise de parole un peu longue. Merci beaucoup, Thibaut, pour cette super présentation. Alors, on a une première question de Bruno Canard. Que sait-on des mécanismes, sur les mécanismes et les structures existants pour la synthèse de brins d'ARN positifs, non coiffés ou non enroulés dans la neuraminidase, Non enroulé dans la polymérase, à mon avis. dans la polymère, oui. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Non, j'ai lu Il n'y neuraminidase. a pas de souci, pas de souci. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas vraiment une grosse différence. Il y a vraiment des détails dans l'organisation du site actif, mais globalement, en fait, dans la synthèse en lui-même du brin positif, il n'y a pas de grosse différence. La grosse différence qui existe quand même, enfin, parce que là on parle de réplication en fait, la grosse différence, ça reste quand même la formation d'un dimère de la polymérase. Donc avec potentiellement voilà, en rentrant dans les mécanismes, donc il y aurait une polymérase qui serait capable de synthétiser l'ARN, et l'ARN qui serait pris immédiatement en charge par une ARN polymérase qu'on appelle l'encapsidase. Donc c'est ça la grosse différence que moi je vois entre transcription et réplication, c'est l'existence d'une forme dimérique de la polymérase pour permettre ces mécanismes. Mais en l'occurrence, le mécanisme en lui-même de synthèse du brin positif, en fait, au niveau moléculaire, il n'y a pas vraiment de grosses différences dans la polymérase en elle-même. Merci. Dans le priming, quand même, finalement. Oui, un petit peu dans le priming, oui, mais enfin, faut vraiment rentrer dans le détail. Mais globalement, en fait, la plus grosse différence, en fait, ça reste l'association dimérique de la polymérase, en fait.
Merci Thibaut. Je vais conclure ce webinaire déjà par commencer par remercier les quatre intervenants, hein, Sybille, Nicolas, Andrés et Thibaut, pour vos présentations. Je voudrais aussi remercier tous les participants. Vous avez été plus d'une centaine à vous connecter à ce webinaire, ce qui fait de ce webinaire un vrai succès, hein. Souvent, c'est difficile de faire venir plus d'une centaine de personnes. Pour finir, pour conclure, les virus influenza, c'est partie un peu des virus prioritaires, hein, qu'on voit dans les listes OMS, qui sont les pathogènes aussi, qui sont parmi les pathogènes d'intérêt de l'ANRS-MIE. Et c'est un vrai paradoxe parce que c'est des virus qui sont découverts qui ont été découverts maintenant il y a pratiquement 90 ans, dont les premiers vaccins remontent à 80 et les premiers antiviraux à 60. Et malgré tout, aujourd'hui, en 2025, on est relativement démunis. On a un arsenal thérapeutique qui reste assez limité. Finalement, tout l'objet de cette action coordonnée, hein, c'est d'essayer de réunir des personnes qui viennent du domaine de la virologie, de la biologie structurale, de la chimie, mais aussi de l'informatique, de la bioinformatique, pour finalement travailler davantage ensemble et proposer des nouvelles stratégies thérapeutiques. Donc, je vous donne rendez-vous à un prochain webinaire qui portera sur un autre modèle viral. N'hésitez pas à nous contacter pour nous proposer des suggestions s'il y a un sujet qui vous tient à cœur. N'hésitez pas aussi à contacter Delphine et Bruno si vous avez des questions par rapport à l'action coordonnée on sera ravis de vous rencontrer lors des prochains événements qu'on organise. Je vous remercie Peut-être tous. peut-être dire un mot sur le partage des diapos, si les intervenants veulent bien partager leurs diapos ou les rendre disponibles. Éventuellement, ce qui serait bien, c'est de mettre vous mettez un copyright, juste un arrobase votre nom, par exemple, parce que ça sert toujours quand vous êtes donné beaucoup d'efforts, vous avez fait beaucoup d'efforts pour donner des belles diapos, finalement, qu'elles soient citées ou utilisées par d'autres, c'est très bien. Euh, Le webinaire sera disponible en replay sur le site de l'ANRS et MIE également, pour ceux qui n'auraient pas pu assister à toutes les présentations. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Yes. Au revoir, merci.